Bonjour, bonjour, salut, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'on n'est pas tant que ça ce matin, donc on va prendre le temps de s'introduire, de discuter, de parler un petit peu. Je pense qu'il est assez tôt, il fait beau en plus, donc tout le monde se rue dehors, j'imagine, ou travaille aussi, c'est une possibilité. On va discuter de tout ça ensemble, de toute façon. Aujourd'hui, on a un super programme, je suis très très content de pouvoir le partager avec vous, parce qu'on va parler d'une de mes, peut-être pas spécialités, mais d'une des choses que j'ai les plus travaillé cette dernière année, c'est-à-dire le CV. Et ça, pour le coup, ça vaut tout l'or du monde, hein, vous le verrez avec moi, on en discutera ensemble. Mais un bon CV, ça peut parfois véritablement changer complètement la phase de votre candidature. Si vous entendez mon chien aboyer, je suis vraiment désolé. Ça ne devrait pas arriver si longtemps que ça, mais parfois, voilà, il s'énerve un petit peu, c'est les joies de la campagne. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous, ce matin, que tout se passe pour le mieux, que vous avez passé une belle semaine aussi, que vous avez pu vous reposer un petit peu, et que bah, je vous ai pas trop manqué samedi dernier, même si je sais que voilà, ne pas avoir d'émission comme ça pouvait vous paraître si particulier. Mais en tout cas, voilà, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis super content de vous retrouver encore une fois ce matin sur mon live. On va commencer vraiment tranquillou. N'hésitez pas, voilà, à arriver, à vous poser, à prendre votre petit café. On a du temps, on a jusqu'à 11h, 11h30 pour discuter avec vous. On discutera avec Alice, qui a un parcours passionnant, qui travaille aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, qui vous intéressera, mais j'en suis sûr à 200%. Donc vraiment, nos pressions, on est tranquille. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi heureux que moi de voir un petit peu le temps. Il fait plus soleil, il fait de plus en plus soleil, et ça, je vous avoue que c'est très très satisfaisant. Voilà, on va pas se mentir, il a fallu attendre le mois de juin, hein, quasiment, mais bon, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, euh, donc on ne peut pas cracher dessus. Voilà, voilà, je vois que vous êtes un petit peu plus, donc je vais pas trop tarder à lancer de toute façon pour pas prendre de retard, parce que de toute façon mes vidéos sont accessibles en replay sur YouTube si vous ne le saviez pas, et vous pouvez aussi me suivre sur les pages Twitter et LinkedIn sur lesquelles je partage souvent des infos, notamment par rapport à l'émission. Comme ça, si vous avez manqué une petite partie de l'émission, si notamment le sujet du CV vous intéresse, vous pourrez reprendre étape par étape ce que je vais vous dire, même si encore une fois, c'est pas un cours, c'est pas une masterclass, c'est vraiment quelques petits conseils pour réussir à avoir une candidature solide et pour que vous puissiez véritablement vous sentir à l'aise. Ça, c'est le plus important. Donc on va commencer doucement. Voilà, vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps tranquillou. Vous me le dites si la musique est trop forte, hein, n'hésitez pas. Je vais prendre le temps tranquillement de mettre en place mon petit mon petit PowerPoint, parce que évidemment, Live Good Luck Have Fun égale PowerPoint des familles, et normalement on va basculer directement sur la présentation. Alors, normalement vous devriez voir après cet écran noir la présentation, la première slide, pardon, comment faire un bon petit CV. Alors évidemment, l'objectif c'est pas de vous apprendre à comment faire un CV, l'objectif c'est pas non plus de vous donner l'ensemble des clés de compréhension. Enfin, si vous souhaitez par exemple, je sais pas moi, faire un CV très costaud, vous pouvez aller sur Canva. Évidemment, je vais pas vous apprendre à designer, voilà le mot que je cherchais, à designer un CV. Ce que je vais essayer de vous apporter, c'est des éléments pour que vous puissiez juger vous-même de votre propre CV, pour en faire un super qualitatif, et pour que vous puissiez vraiment attirer l'œil et comprendre aussi les différentes mécaniques qui se mettent en place quand un recruteur ou une recruteuse va venir observer et regarder votre CV. Alors, évidemment, c'est pas une formule magique, c'est pas en appliquant tous les points que je vais vous dire que vous serez pris ou admis dans soit la fac, soit l'université ou encore une fois le job de vos rêves. Par contre, ça devrait vous donner des clés de compréhension et c'est ça le plus important pour que par la suite vous puissiez notamment aller faire des recherches ou que vous puissiez véritablement vous sentir à l'aise lorsque vous présentez votre CV à des recruteurs, à des potes aussi tout simplement pour demander des conseils, etc. Alors, on va commencer avec quelques généralités. Déjà, j'espère que je vais pas trop vite. Encore une fois, n'hésitez pas à participer, à me poser toutes les questions, à m'interrompre, à vraiment critiquer si vous le voulez. Tant que c'est constructif, c'est ultra intéressant pour qu'on puisse tous ensemble progresser. Alors, qu'est-ce que déjà un CV? Ça, c'est un point assez important. Salut Stellan, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'un CV? C'est quelque chose de super important et finalement, c'est l'élément maître de votre candidature. Vous allez le voir. Salut point point. Ah mais j'ai pris exemple sur toi ce matin, c'est pour ça que je suis aussi beau. Le CV, c'est la vitrine de votre profil. C'est-à-dire que c'est ce qui va vous permettre véritablement de prouver au recruteur ou à la recruteuse vos compétences. Donc il y a quelques points qu'il faut savoir, et ça c'est vraiment des généralités, hein. Déjà, le premier point, c'est qu'il faut marquer l'esprit. Donc déjà,
ce que ça veut dire, c'est on oublie les templates tout fait, Pages ou Word. L'objectif, c'est véritablement de personnaliser un max son CV pour que le recruteur ou la recruteuse se dise bon bah ok, là le CV qui m'est proposé, c'est un CV qui a été personnalisé parce que la personne veut véritablement le poste. Tout simplement, qui est proposé par l'entreprise dans laquelle je travaille. Ensuite, et ça c'est un petit point dont je suis assez fier, qui est assez important, c'est qu'un CV doit pouvoir se lire en 3 temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut entre guillemets faire 3 parties pour votre CV. Une première partie dans laquelle vous allez présenter votre parcours universitaire, une seconde dans laquelle vous allez présenter évidemment vos expériences professionnelles, et puis une dernière partie dans laquelle vous allez présenter à la fois vos compétences spécifiques et vos centres d'intérêt. Mais c'est pas simplement ça. Dans un second temps, finalement, il faut aussi que le recruteur puisse capter un nombre d'informations équivalent au temps qu'il va passer sur votre CV. Ce que je veux dire par là, c'est que votre CV doit aussi présenter 3 niveaux de compréhension. Le premier, c'est qu'en quelques secondes, on doit comprendre ce que vous voulez, votre intérêt, quel est votre objectif, et on doit véritablement réussir en quelques secondes à résumer votre candidature. Ensuite, dans un second temps, en passant par exemple 1 minute, 2 minutes sur votre CV, on doit pouvoir en tirer les éléments principaux. Quels sont vos formations spécifiques, quelles sont les expériences que vous avez pu faire, est-ce que vous avez participé à des associations, etc. Ça, c'est très très important. Et dans un dernier temps, évidemment, une fois que le recruteur a pu scanner votre CV et qu'il a été intéressé, l'objectif, c'est qu'il puisse en tirer un maximum d'informations factuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, l'objectif, c'est pas de tout raconter, c'est pas de faire un résumé de votre vie ou de faire un roman sur l'ensemble de vos expériences. Par contre, il faut bien vous dire que le CV, puisqu'il vous servira pour votre oral, doit être en fait porteur de l'ensemble des éléments factuels que vous n'aurez pas à répéter. Du coup, une fois que vous serez en face à face en train de discuter avec le recruteur ou la recruteuse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est bien d'accord qu'il faut éviter, lorsqu'on commence un entretien, de commencer par des questions aussi bêtes que quand est-ce que vous avez fait telle expérience, ou quel était l'objectif et quelle était l'entreprise dans laquelle vous avez passé quasiment 2 ans de votre vie. Ça paraît un peu gros comme ça, mais l'objectif c'est de vous dire que quand vous discutez avec quelqu'un, il faut que celui-ci se concentre sur ce que vous avez pu acquérir, vos compétences, vos forces, quelles ont été vos faiblesses, vos échecs, comment vous avez réussi à rebondir, c'est ça qui compte. Donc le CV doit éliminer tous les éléments techniques, factuels, et cela, c'est vraiment ultra, ultra important. Ensuite, un troisième point, il doit servir votre candidature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est simple, si vous avez un CV qui est trop complet. Si vous avez un CV par exemple pour postuler, je sais pas moi, chez Amazon, et que vous souhaitez devenir... on va prendre mon exemple particulier, mais vous souhaitez travailler sur la boutique, faire du business development chez Amazon, eh ben, vous pouvez ne pas mentionner par exemple vos expériences BAFA. C'est super intéressant et c'est très très enrichissant, mais si vous avez d'autres expériences plus pertinentes, n'hésitez pas à les mettre en avant. Un CV, c'est avant tout quelque chose pour une candidature. Un CV, c'est pas un résumé de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Même si vous avez eu des projets magnifiques, l'objectif, c'est véritablement de spécifier le plus possible vos expériences, votre formation par rapport à la candidature. Et ensuite, il doit suivre, alors ça peut paraître un peu fou, mais ça doit suivre votre parcours perso et votre parcours pro. Hein. N'allez pas mentir sur votre CV, parce que c'est vraiment la pire des idées que vous puissiez avoir. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne pourrais pas vous dire les retombées, mais vous serez probablement mal à l'aise, vous allez mal expliquer vos expériences, vous allez probablement vous faire repérer parce que pas croire, hein, ils sont pas bêtes du tout les recruteurs et les recruteuses, ils le repèrent très facilement, donc ne mentez pas, soyez honnête, c'est vraiment genre je pense, encore une fois, l'un des éléments les plus importants, hein, c'est l'honnêteté et la transparence. Alors encore une fois, ne mettez pas toutes vos expériences, c'est pas en mettant toutes vos expériences que vous serez honnête, mais choisissez les bonnes expériences qui vous mettront en avant pour ce poste spécifique, et ne mentez pas dessus, soyez 100% honnête, n'essayez pas non plus de gonfler les chiffres, hein. Il n'y a pas de petite expérience, c'est pas parce que vous avez passé que 2 mois dans une entreprise que nécessairement votre expérience est mauvaise, c'est faux. Et un recruteur qui vous dit ça, c'est un recruteur qui fait mal son boulot. Hein. L'objectif, c'est véritablement de montrer et de souligner en quoi votre profil est différent et en quoi vous allez apporter des compétences au sein de l'entreprise. Donc véritablement, toute expérience significative ou non est bonne à prendre. Donc voilà pour les généralités, je vois que vous n'avez pas de questions. Vous êtes toujours aussi sage, ça me fait plaisir. On se croirait presque dans une salle de classe. Et ça c'est et ça c'est tout ce qu'on recherche sur Twitch, hein, évidemment. Donc voilà, si vous avez des questions sur les généralités, n'hésitez pas. L'objectif, c'est pas de vous apprendre à faire un CV. J'imagine que vous savez tous ici parfaitement comment faire un bon CV, etc. Mais c'est de vous donner 3-4 points qu'il faut vraiment comprendre et garder en tête lorsque vous allez réaliser votre CV. Alors on va passer maintenant sur quelques règles super importantes
notamment à la fois dans la réalisation de son CV, mais aussi dans finalement plutôt la forme que celui-ci va prendre. Alors vous le savez, vous avez plein de sites aujourd'hui, vous avez des sites comme Canva, sur Pages, il y a d'excellents templates, c'est le cas aussi sur Word, et je pense que je m'arrête là, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup. Et l'idée, c'est de garder en tête ces quelques règles-là pour pas faire d'erreur et pour éviter que votre CV soit directement un peu flag comme étant un CV j'allais dire trop excentrique. Le mot est mal choisi, mais ça veut dire un CV qui ne va pas directement à l'essentiel. Déjà, on évite les CV multicouleurs avec plus de deux couleurs principales. Je compte pas le noir et le blanc, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on évite d'avoir un CV bleu, blanc, rouge, vert, noir. C'est pas possible. On va utiliser souvent deux couleurs principales. Moi, je préfère en utiliser une seule. Souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de l'associer un petit peu avec l'esprit de l'entreprise dans laquelle je postule. Donc, je vais prendre une couleur qui va, par exemple, reprendre les codes graphiques, si je souhaite postuler chez Amazon, d'Amazon, de Google, d'Ubisoft, etc. Donc ça, c'est quand même un petit point. C'est pas le plus important, mais n'oubliez pas, ce qui est essentiel, c'est de ne pas faire un CV avec trop de couleurs parce que sinon on en perd en fait finalement le principe même de la couleur qui est à la fois de mettre en avant certaines informations et d'apporter un peu de vie à votre CV. Un peu mais pas trop. Ensuite, ça peut paraître bête, mais faites-vous relire et relisez votre CV à plusieurs reprises. Vraiment, vraiment, vraiment. Demandez à vos proches, demandez à vos amis, demandez à des personnes de votre entourage qui s'y connaissent un petit peu et qui peuvent vous aider. Pourquoi? Parce qu'on a beau penser et être quasi sûr de n'avoir fait aucune faute, on en apprend tous les jours. Moi, pour vous prendre un exemple perso, j'ai eu un entretien blanc avec une recruteuse chez Ubisoft qui m'a beaucoup aidé et elle m'a dit à un moment, bah écoute, jeux vidéo, ça s'écrit jeu donc au pluriel et vidéo c'est au singulier. C'est comme ça, c'est l'Académie française, c'est parce que ce sont des jeux qui utilisent le concept de la vidéo, donc c'est des jeux et vidéo sans S. Et je ne le savais pas, et j'étais quasi certain de ne pas avoir fait de faute, et pourtant j'en avais fait une petite. Donc c'est toujours ultra ultra intéressant d'avoir un retour extérieur pour comprendre un petit peu et pour réussir finalement à capter finalement des éléments de langage que l'on aurait pu louper, que l'on aurait pu par inadvertance mal exprimer par exemple. Donc c'est super super important. Ensuite bon, la troisième règle importante, plus je la lis, plus je trouve ça con, mais bon, n'oubliez pas de mettre votre prénom et votre nom, sinon c'est mal barré pour votre candidature. En tout cas, ça manque un petit peu de lien avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire. Par contre, point qui est souvent oublié sur certains CV, c'est mettez le titre du poste qui vous intéresse. C'est-à-dire, ne mettez pas dans l'entête, par exemple, ne mettez pas je recherche un job étudiant ou un stage. C'est pas possible. Spécifier. Je recherche un stage en marketing et en communication, je recherche un stage en marketing stratégique, etc., etc. Vraiment, aller le plus possible auprès de la personnalisation du CV. Comme ça, le recruteur, quand il va percevoir et quand il va lire votre document, il va comprendre ce que vous voulez et ça, c'est super important. On n'oublie pas que le recruteur doit pouvoir comprendre votre CV en quelques secondes seulement. Ça veut dire que ce qu'il va regarder, c'est votre nom, votre prénom, votre poste, ce que vous cherchez, et il va jeter un coup d'œil sur vos expériences et basta. Et si par la suite ça l'intéresse, parce qu'ils parfois ils ont 50, 60, 70 CV, il va y accorder un peu plus de temps. Mais au début, il doit vraiment comprendre en quelques éléments votre CV. Et puis l'adresse mail, ça c'est à la fois bête mais super important, c'est qu'il faut un moyen de contact. Donc adresse mail, numéro de téléphone, un Twitter si jamais, mais vraiment, ayez un endroit sur lequel on va pouvoir vous envoyer un message, vous contacter pour discuter avec vous. On ne sait jamais, parfois c'est des choses qui sont faites et donc c'est très important de le savoir et de le garder en tête. Ensuite, ça, c'est un point que je prends parce que je sais que moi, ça m'a joué de très mauvais tours. Essayez de faire un CV lisible, espacé et compréhensible. C'est-à-dire, oui, vous avez plein d'expériences, oui, vous avez fait beaucoup d'études et c'est super, mais le plus important, c'est véritablement de comprendre votre CV. Donc, ne pas trop en mettre ou ne pas vouloir tout dire, tout raconter, en fait. Essayez à la fois de sélectionner vos expériences, essayez de véritablement faire des bullet points pour, par exemple, raconter ou résumer l'expérience. C'est souvent bien perçu, notamment, voilà, expérience, tu mets un petit bullet point et tu mets dans ce stage à l'Institut d'Asie orientale, par exemple, je prends un cas personnel, j'ai pu faire des missions de com, l'organisation et la logistique de tel événement, j'ai géré 2 sites web que j'ai pu réaliser sur WordPress avec Elementor, etc., etc. Mais ne marquez pas tout, faites des bullet points et évitez, encore une fois, le plus possible de prendre des templates tout faits. Vous avez la possibilité aujourd'hui de les adapter. Donc vous pouvez les utiliser, mais adaptez-les pour que votre CV soit différent, pour que votre CV ait un petit élément perso. Ça, c'est quand même assez important. Et je pense que, on est d'accord pour ça, ça vous permettra d'avoir comment dire, d'avoir véritablement un CV qui soit beaucoup plus personnel et différent de ceux que d'autres personnes pourraient proposer.
Voilà, voilà. Donc c'est les quelques règles importantes. Il y en a beaucoup plus normalement. Évidemment, écrire dans la langue que vous allez, comment dire, écrire dans la langue du poste pour la candidature. Ce que je veux dire par là, je m'exprime mal, c'est si par exemple vous allez sur le site LinkedIn de la candidature demandée est en anglais, faites-le en anglais. Si c'est en français, faites-le en français. Souvent, ce que je fais, c'est quand c'est un GAFA et que le poste n'est pas en France, évidemment, je le fais en anglais, même si parfois l'annonce, voilà, l'annonce, le mot que je cherchais, l'annonce peut être rédigée en français. Faites attention, souvent d'ailleurs, quand vous avez un doute, faites votre CV en anglais, on vous le reprochera pas en France, par contre, on vous reprochera évidemment en Angleterre ou dans un autre pays si on comprend pas la langue que vous avez employée sur votre CV, donc ce serait assez dommage. Il y a pas mal d'autres éléments, si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans le chat, ça pourrait être utile à tout le monde, mais moi, selon moi, c'est quand même les règles les plus importantes, et on va passer maintenant à quelques petites spécificités. De toute façon, à la fin, vous verrez, je vous montrerai trois exemples de CV qui, selon moi, sont assez représentatifs à la fois des erreurs que l'on peut commettre, parce que mes CV sont loin d'être parfaits, mais qui ont aussi, bah, évidemment, ça fait 3 4 ans maintenant que que je peaufine un même CV, donc il commence à être assez intéressant, et on étudiera tout ça à la fin. Voilà, voilà, donc les règles importantes, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans le chat, hein, évidemment, ce sera avec plaisir. Ah oui, tiens, petite question. Celui qui trouve aura le droit à une session, allez, on va dire une session personnelle avec moi pour travailler son CV. Je sais pas si c'est vraiment un cadeau. C'est plutôt vous qui allez m'aider. Mais alors, selon vous, quel est le meilleur ami de la recruteur, pardon, du recruteur ou de la recruteuse? Alors là, si vous trouvez les gars, je vais vous laisser un petit peu de temps parce que je pense qu'il y a un tout petit peu de retard sur le stream. Si vous trouvez, vous êtes vraiment très très fort, n'hésitez pas. Parce que pour le coup, moi, on m'a posé cette question à l'ESCP pour vous raconter la petite histoire. J'ai absolument pas su répondre. La réponse est selon moi un peu provocatrice, mais elle doit vous faire comprendre, elle doit vous faire percevoir que, eh ben, c'est très compliqué d'avoir son CV sur le top de la pile, tout en haut du fichier. Donc, selon vous, quel est le meilleur ami de la recruteur putain, j'ai du mal, hein. Du recruteur ou de la recruteuse? J'ai du mal ce matin, je me suis pas réveillé ou je me suis réveillé sur le pied gauche, c'est pas possible. Je regarde un petit peu vos réponses, j'attends de voir s'il y a deux trois personnes qui osent. N'hésitez pas, je ne mange pas, je ne mords pas, je ne suis pas méchant. J'ai une grosse barbe comme ça peut faire peur, mais dans le fond, je suis quelqu'un de très gentil. Je suis quelqu'un de très très sympa. Donc si vous avez une idée, n'oubliez pas, il y a un lot incroyable à gagner, hein, qui est d'avoir une session de coaching personnel pendant une petite heure avec moi. Sur Rainbow Six aussi si vous voulez. Je rigole, hein, je suis très mauvais sur Rainbow Six. Google. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, c'est... Quand un recruteur a une pile de CV devant lui, quel est selon vous son meilleur ami? Si jamais il n'y a pas de réponse d'ici quelques secondes, parce que même moi j'avais pas trouvé la première fois, je vais vous dire là, je vous donnerai la réponse. Pas de réponse, pas d'idée. Alors du coup, le meilleur ami du recruteur, c'est la poubelle. Et c'est exactement ce qu'on m'a dit à l'ESCP. C'est-à-dire que sur 70-80 CV, malheureusement, il y a un tri initial qui est fait. Quand il n'est pas fait par un robot, certaines entreprises maintenant emploient des logiciels performants pour repérer les mots-clés, etc. Et ben quand il n'est pas fait par un robot, il est fait par un recruteur. Et donc, nécessairement, son meilleur ami, c'est la poubelle. C'est ultra provocateur parce qu'un bon recruteur ne mettra pas votre CV à la poubelle, évidemment. Mais il faut le garder en tête. Parce que bah, ça veut aussi dire qu'il faut que votre CV sorte du lot et que votre CV ait quelques spécificités qui fassent que le recruteur va s'intéresser à votre candidature plus qu'à une autre. Et ça, c'est ultra, ultra important. Alors évidemment, pour vous aider justement à avoir un CV qui sort du lot, je vais vous donner deux trois petits conseils. Je vais essayer de vous apporter deux trois éléments de compréhension et de réponse pour que vous puissiez en réaliser un bien sympa. C'est des éléments qui m'ont été, c'est des choses que j'ai pu apprendre notamment au cours de ma scolarité grâce à des amis, des personnes qui sont plus compétentes que moi tout simplement, qui ont été parfois RH, grâce à des rencontres aussi avec des personnes qui ont pu me donner un avis, un retour sur mon CV, que ce soit encore une fois des RH, mais aussi des créateurs de start-up, etc. Et puis parce que j'ai aussi eu des cours à l'ESCP, et ça croyez-moi, ça vaut parfois tout l'or du monde. Le premier point, c'est quelque chose que je n'avais jamais pu faire sur mes anciens CV, c'est ajouter un titre et une description. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, vous avez une en-tête souvent avec votre nom et vos informations personnelles. Et ben, à côté de cette en-tête, n'hésitez pas à mettre un petit titre à votre CV. Donc ce titre-là, ça peut être le poste que vous recherchez, le stage pour lequel vous postulez, et ensuite une petite description. Votre description, ça peut être par exemple un combo entre vos soft skills et vos hard skills. Vous mettez 5 mots-clés qui vont reprendre à la fois vos compétences techniques et puis des compétences humaines que vous pouvez avoir. Ça peut aussi être par exemple ce que vous recherchez.
étudiant en marketing et communication dans telle école de commerce, je recherche à partir d'avril 2021 un stage dans tel domaine pour telle entreprise avec tel intérêt pendant tant de temps, donc pendant une période par exemple de 6 mois. Je suis aussi à la recherche d'un CDD ou d'un CDI. Voilà, vous pouvez vraiment spécifier une description qui fait 3-4 lignes maximum, pas trop parce que sinon évidemment on perd l'intérêt même de la description, mais c'est super important parce que souvent quand un recruteur va regarder votre CV en quelques secondes, il va s'arrêter au titre et à la description. C'est-à-dire qu'il va regarder votre nom, souvent, parce que c'est écrit en gros, même si c'est pas exactement centré. Et puis ensuite, il va regarder le titre, la description, et puis il va jeter un coup d'œil sur vos formations, et il va dire, bon, ok, ça c'est un CV que je sauvegarde par la suite pour faire un second tri. Ou alors il va dire, bon bah, en l'occurrence, moi je propose un CDD en manufacture, lui il veut faire un CDI seulement dans le marketing et la com, je vais pas du tout le recruter, je vais pas du tout garder son CV. Donc ça c'est quand même un élément à garder en tête. Ensuite, alors ça c'est un point un peu tabou. Moi en tout cas on me l'a dit, on me l'a répété, il faut avoir une photo sur son CV. Alors je sais que parfois on peut être confronté à des comportements racistes, sexistes, donc c'est un privilège de dire qu'on doit ajouter une photo pro. J'en ai bien conscience, c'est un privilège que j'ai et que beaucoup de personnes peuvent avoir. Certaines personnes ne se sentent pas suffisamment à l'aise. C'est malheureux, il faut essayer un peu de casser ces codes-là, c'est-à-dire que selon moi c'est bien d'avoir une photo, c'est un plus parce que ça crée en fait un contact avec, ça crée un contact visuel finalement avec la personne et ça permet d'avoir un peu une idée de ce à quoi la personne ressemble, d'autant plus maintenant que l'on est souvent à distance pour les process de recrutement. Encore une fois, si vous vous sentez pas à l'aise ou si vous avez peur, ne le faites pas, évidemment c'est votre bon droit, et en aucun cas une entreprise a le droit de marquer par exemple CV avec photo obligatoire. Hein, si votre CV n'a pas de photo, ça ne doit pas normalement changer la candidature. C'est juste un petit plus, hein, c'est un conseil selon moi, parce que malheureusement des entreprises fonctionnent encore beaucoup comme ça, néanmoins c'est pas nécessaire ni obligatoire. Ensuite une adresse, alors pourquoi? Ça c'est un point qu'on m'a fait remarquer, c'est un ami qui me l'a fait remarquer, c'est une adresse qui soit proche de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. On évite par exemple, voilà j'aimerais travailler chez... je sais pas moi, chez Ubisoft Paris et on met pas une adresse à Marseille. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte aussi que derrière il y a des questions techniques qui vont se dire mais comment va-t-il faire pour déménager, etc. Je dis bien peu, hein, c'est pas nécessairement le cas, ça peut jouer en votre défaveur. En l'occurrence, c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être assez problématique. Salut. Oula, impossible de lire ton pseudo. Salut Gurle. J'espère que tu vas bien et j'espère que l'émission t'intéresse pour le moment. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le chat en tout cas. Salut Zoé, tu vas bien? Ah bah du coup, ouais, c'est plus simple Zoé quand même que Gurle, hein. Alors je repars sur mon petit point parce que le temps, putain, le temps passe à une vitesse, c'est terrible. Il faut aussi utiliser des mots-clés spécifiques. Alors pourquoi? Parce que souvent dans votre CV, vous allez essayer de l'orienter vers le secteur qui vous intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que eh ben, tout simplement, si vous souhaitez postuler en marketing et com, il y a des mots spécifiques qu'il faut pouvoir employer, par exemple marketing stratégique, si vous souhaitez travailler dans le marketing stratégique, communication, etc. Ces mots-clés-là doivent aussi permettre à décrire et détailler vos expériences. Donc c'est quand même assez important et ça va aussi tout simplement donner un élément de compréhension de vos compétences à la fois soft et hard à la personne qui va essayer de vous recruter, au RH, hein, c'est super important. Alors certaines personnes vous recommandent de mettre des mots-clés, vous savez, en blanc, sur fond blanc, parce que aujourd'hui, apparemment, certaines entreprises emploieraient des logiciels intelligents pour lire vos CV, et en fait, celle-ci ne ferait pas, en fait, elle séparerait le texte du fond, de la forme, pour véritablement en tirer certains mots-clés. Donc il y a beaucoup de gens qui s'amusent, dans les parties blanches de leur CV, à mettre des mots-clés. Moi, je trouve qu'une entreprise qui recrute avec un robot sur son première phase de recrutement, c'est quand même vachement sad, donc... personnellement, je ne le fais pas, parce que je me dis que j'aimerais pas travailler dans une entreprise qui m'a jugé, qui a son premier jugement grâce à un robot, grâce à un algorithme, même si parfois, évidemment, c'est malheureux, mais il n'y a pas tellement de choix quand il y a 200, 300, 400 candidatures par jour. Je pars quand même du principe que c'est pas nécessaire, sauf peut-être dans certains domaines, et je pense que plus tu te rapproches du domaine finance, etc., plus c'est employé. En agence, apparemment aussi, on m'a dit que c'était pas mal employé. Ça, ce sera... Voilà, j'ai pas d'élément de réponse parce que pour le coup, j'en suis pas certain. Mais gardez-le en tête si vous souhaitez postuler par exemple dans une agence ou quoi. Peut-être que mettre quelques mots-clés en blanc sur fond blanc, des mots-clés qui seraient réemployés par la suite ou qui seraient indiqués sur internet, ça peut être une bonne idée. Ça ne changera pas la qualité de votre CV. Et puis s'il y a un algorithme qui le lit, il pourra les décrypter beaucoup plus facilement. Employer des verbes d'action. Alors pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'actif, parce que vous êtes quelqu'un de motivé, donc ça c'est vraiment super important. Ne pas faire des phrases à rallonge, ça veut aussi dire passer par les verbes, et ça veut aussi dire du coup donner de l'envie et de l'action. D'ailleurs je fais des CV sur mesure trop beau sur Photoshop, envoyez un MP.
Waouh, on fait de la publicité sur mon stream. Incroyable. Mais écoutez, contactez Zoé si vous souhaitez avoir un CV sur Photoshop. Évidemment, c'est 100% gratuit, sinon c'est interdit sur cette émission. Zoé va me détester, c'est obligatoire. Comment dire? Ouais, du coup, les verbes d'action, c'est quand même méga important. Et puis alors par la suite, quantifier les résultats. Pour certaines entreprises, vous allez le voir, c'est super super important d'avoir des chiffres qui vont vous donner des éléments. C'est notamment le cas pour Amazon. Moi, je sais que lorsque j'avais postulé chez Amazon, j'avais discuté avec certains RH, etc. On m'avait dit c'est bien, c'est super important d'avoir une idée un petit peu chiffrée de ce que vous avez fait. Donc ça veut dire par exemple un projet associatif que moi j'ai pu faire, pull de promo quand je postule pour une entreprise française. Et je dis voilà, pull de promo pour 300 étudiants sur l'ensemble des campus européens de l'ESCP. Et selon moi, c'est suffisant parce que j'ai pas besoin de le quantifier. Par contre, quand j'ai postulé chez Amazon et chez Google, par exemple, j'ai beaucoup plus spécifié projet de 2500 € pour 350 étudiants avec 300 acheteurs sur 1000 étudiants répartis sur l'ensemble des campus européens, etc., etc. Donc j'ai vraiment précisé, j'ai mis en avant des résultats parce que bah, c'est plus porteur et apparemment ça montre qu'on est capable voilà, de gérer des projets conséquents. Voilà. Non, j'ai juste postulé. J'ai juste postulé sur Amazon. Ah ouais, il y a encore écrit jeux vidéo sur mon LinkedIn, c'est terrible. C'est terrible. Puis merci de me le dire, j'irai le changer juste après. Mais comme quoi, on peut toujours faire des fautes et avoir un retour extérieur, même ici, même maintenant, c'est ultra positif, hein. Je fais des fautes comme tout le monde, et donc c'est très très intéressant et très important d'avoir des éléments, des personnes avec qui discuter pour être capable bah, justement de comprendre. J'ai pas bossé chez Amazon, je vais répondre à la question juste avant. J'ai postulé chez eux et j'ai eu en fait l'occasion, et ça j'ai eu beaucoup de chance, de discuter avec quelqu'un à plusieurs reprises qui travaille depuis maintenant 2-3 ans chez Amazon en tant que business development, dans le business development, et qui a vraiment pu bah, m'expliquer un petit peu à la fois les différents éléments, etc. Je suis pas, voilà, c'est pas une entreprise qui m'avait nécessairement parlé, c'est pas une entreprise de cœur, contrairement par exemple à Ubisoft, mais par contre c'est quand même une grosse entreprise avec beaucoup de choses à apprendre et à capitaliser, donc c'est toujours important. Donc n'hésitez pas aussi à regarder un peu l'esprit de l'entreprise avant d'y postuler, parce que ça peut vous permettre d'avoir des éléments. Donc quantifier ces résultats, c'est pas mal. Souvent d'ailleurs les GAFA, les entreprises qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas européennes, parce qu'en Europe on a un peu un tabou sur les chiffres, mais quand on postule au Canada, aux États-Unis ou pourquoi pas au Japon, quantifier les résultats, c'est toujours super important. Voilà, voilà. Attention, on arrive bientôt à la fin, je vous rassure, on regarde 2-3 CV et après on passera avec Alice, qui la pauvre doit attendre maintenant depuis quelques minutes, parce que je suis terrible, je prends trop de temps dans mes présentations. Mais votre CV doit correspondre à votre domaine de compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que la forme que prendra votre CV sera définie par votre major. Donc ce que je veux dire par là, c'est si vous faites du marketing, faire un CV par exemple un peu plus designé, c'est pas grave. Si vous faites du droit, ça peut vous porter préjudice. Alors attendez, je lis le message pour les mots-clés et les compétences. Il faut vraiment aller sur le site de la boîte pour voir ce qu'ils mettent en avant. Exactement. En fait, ça, c'est un point qui est super important. Vous pouvez aller sur le site de la boîte, vous pouvez aller sur LinkedIn pour contacter les personnes qui bossent directement dans la boîte. Tant que c'est fait poliment, souvent ça fait plaisir et en plus, vous aurez vraiment des informations de folie. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai récupéré des informations sur quasiment toutes les entreprises dans lesquelles j'avais postulé, donc que ce soit Amazon, Google, Ubisoft. Enfin, j'ai postulé pour énormément d'entreprises, moi, en début d'année. Donc, n'hésitez pas à aller contacter les gens, à regarder des vidéos aussi. Par exemple, Jeff Bezos a fait quelques vidéos sur les valeurs d'Amazon sur Internet. Euh, alors, qui contacter? Bah, souvent, ce que je fais pour contacter quelqu'un sur LinkedIn, c'est que je rentre le poste que je recherche. Et en fait, je regarde toutes les personnes qui ont ce poste-là. Et ensuite, je leur envoie un demande de connexion avec un petit message en disant salut, bonjour, je suis en train de regarder, je suis en train de chercher à postuler et je me rends compte que tu corresponds complètement au profil, enfin, voilà, le profil qui me plaît, etc. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour discuter avec moi et me partager un petit peu l'esprit, etc., l'esprit de la boîte, les compétences qu'il faut mettre en avant et tout ça. Et très souvent, c'est ultra bien perçu. Et d'ailleurs, évidemment, je le dis ici, mais si quelqu'un un jour, bon, je travaille pas encore chez Ubisoft, mais j'ai commencé un petit peu à le faire. Si quelqu'un un jour a besoin de moi parce qu'il souhaiterait faire un stage chez Ubisoft, n'hésitez pas à me contacter. C'est aussi à ça que sert cette émission, c'est aussi à ça que sert évidemment LinkedIn et tout. C'est à se créer un réseau. On se crée un réseau sur Twitch, les gars. C'est rare, mais c'est possible. Du coup, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin, vous pouvez rejoindre le Discord eSport Business du Go. Encore une fois, c'est vraiment top. Vous avez plein de profils différents et vous avez plein de moyens de communiquer, de partager, de parler. Donc c'est tip top. Et ensuite, donc du coup, on repasse un petit peu sur le PowerPoint, mais c'est important de penser à la cible principale du CV pour le personnaliser. En gros, bah, c'est ce que je dis depuis le début, hein, c'est un CV par,
j'allais employer le mot postulation, ça aurait été terrible, mais un CV par entreprise dans laquelle vous allez postuler, par poste pour lequel vous allez postuler. C'est très très important. Pourquoi? Parce que en fait, un CV neutre, c'est un CV qui sera souvent mal perçu ou qui sera souvent pas lu. Donc encore une fois, faites attention, ça dépend de votre major. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les domaines plutôt théoriques, comme le droit, l'économie, etc. Par candidature, exactement Stellan, c'est exactement ce que je cherchais comme mot. Mais voilà, un CV par candidature, c'est super important parce que vous allez pouvoir le personnaliser et vous allez pouvoir répondre aux demandes de l'entreprise. Donc comme l'a dit Zoé, ça va être par exemple avec les mots-clés, avec certaines informations qu'auront pu vous transmettre des personnes qui travaillent directement déjà dans cette entreprise-là. Et puis si vous souhaitez quantifier beaucoup plus, je sais que c'est bien. Par exemple, moi on m'avait dit, lorsque j'avais parlé avec une RH de chez Canal+, on m'avait dit, là vous quantifiez trop et vous mettez trop en avant cette expérience-là, et du coup on aurait presque que l'impression que vous vous vantez. Bon, en l'occurrence, un CV, parfois, il faut savoir être un peu vantard, hein. Je l'étais, c'est assez malaisant, mais vous voyez que Canal+, qui est une entreprise française, va le percevoir de cette façon. Quand j'ai présenté mon CV à des gens qui bossent chez Amazon, on m'a dit, non mais, c'est pas suffisant, mettez en avant votre candidature, on vous reprochera jamais d'en avoir trop fait, on vous reprochera de ne pas en avoir assez fait. Donc dites-vous qu'en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, votre CV doit évidemment un peu changer. Pas que sur la forme, mais aussi sur le fond. Voilà, donc ça c'est important. Évidemment, je vous remercie, mais alors avant ça, je voudrais juste, donc on va juste basculer très rapidement sur un petit CV. Vous devriez avoir un écran noir. Je voudrais un peu vous montrer les CV que moi j'avais fait. C'est loin d'être incroyable, hein, très sincèrement, c'est loin d'être des CV de ouf, mais ça peut vous donner des éléments de compréhension sur ce que j'avais pu faire notamment et ce qui avait pu plaire. Parce que j'avais partagé déjà ces éléments-là avec des personnes qui bossent. Donc, bon, c'est des personnes qui bossent dans l'entreprise en question, c'est parfois des RH qui ont des compétences par rapport à moi bien plus développées. Et puis d'ici quelques minutes, on fera une petite pause et on accueillera Alice. Alors voilà mon CV pour Amazon. Donc c'est un CV que j'ai fait en avril 2021. Donc sur le côté, j'ai évidemment enlevé mes informations perso parce que on sait jamais à qui on a affaire. J'ai très peur de vous. Sur mon chat. Exactement, Zoé l'a repéré. Du coup, vous voyez, en un clin d'œil, on voit déjà que c'est un CV que j'ai fait que pour Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai pris leur logo et je l'ai retourné et je l'ai utilisé pour faire en fait une temporalité sur mon CV. Ensuite, la couleur principale, c'est la même couleur que celle d'Amazon, c'est la même couleur que celle de la flèche. J'ai, comme vous pouvez le voir, un petit résumé de ce que je souhaite faire chez Amazon. Donc, je suis un étudiant de l'ESCP qui est en master spécialisé marketing et com, et je cherche en l'occurrence un stage de 6 mois dans le domaine du marketing ou de la com à partir d'avril 2021. J'ai mis quelques mots-clés, c'est principalement des soft skills pour moi. Pourquoi? Parce que les hard skills, je préfère les présenter notamment à travers mes formations et à travers mes expériences. Et puis moi après par la suite ce sont que des expériences, mais comme vous pouvez le voir au niveau de mon CV, là ce que j'ai véritablement essayé de faire c'est qu'en un clin d'œil on se rend compte que ouais je cherche à postuler chez Amazon, ouais c'est un CV que j'ai fait spécifiquement pour Amazon, et puis vous voyez en quelques secondes on sait ce que je veux. On a réussi à cibler mon intérêt, on a réussi à cibler le poste que je recherche ou les informations dont on a besoin pour définir si ma candidature correspond ou pas au poste. Et ça, c'est méga important. Voilà un petit peu le premier point. Donc là, c'était Amazon. Je vous en présente un second, puis après, on fait une petite pause et on va accueillir Alice parce que ce sera quand même bien plus intéressant. J'avais fait un CV sympa pour Ubisoft aussi. Je vais vous le montrer. Tac. J'attends quelques secondes parce que je crois que vous n'avez pas directement le retour image, vous. Alors, vous voyez, pour Ubisoft, par exemple, j'ai employé la DA, la direction artistique d'Assassin's Creed. Il faut savoir que c'est avec ce CV que j'ai été recruté la première fois, du coup, pour mon stage. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a véritablement une petite touche Assassin's Creed sur mon CV. Alors pourquoi? Parce que je voulais à la fois quelque chose d'assez simple, il faut pas en faire trop, il faut pas trop charger, mais je voulais montrer que c'est un CV qui est spécifiquement pour Ubisoft. Et puis je me suis intéressé au dernier Assassin's Creed, j'y ai joué. Je suis toujours aussi nul d'ailleurs aux jeux d'aventure parce que je suis quelqu'un qui ne papillonne absolument pas, genre je fais que les quêtes principales, c'est terrible. Mais vous pouvez le voir, on a le petit logo d'Assassin's Creed comme sur, vous savez, quand on augmente nos compétences, comme sur les compétences. Et puis quand on va sur le site internet, on a ces fameuses flèches que j'ai employées autour des différentes catégories, donc formation, expérience pro, compétences, centre d'intérêt. Encore une fois, on a une couleur principale, on a un petit résumé qui selon moi est trop long, mais c'est parce que vous voyez là c'était une erreur que j'ai fait parce que j'ai mis trop d'informations, et en mettant trop d'informations en quelques secondes on n'arrive pas à résumer ma candidature. Donc ça c'est une erreur dont je me rends compte actuellement. Certaines personnes m'ont fait des retours à ce sujet. J'ai amélioré mon CV pour les prochains postes pour lesquels je postulerai pour mes prochaines candidatures.
Donc voilà, voilà à peu près les CV. Je sais pas si vous avez des questions, je sais pas si vous avez, vous, des éléments à partager, si vous avez des conseils à donner à nos viewers. On est une dizaine sur le stream, donc c'est vraiment le moment, si vous souhaitez mettre en avant, voilà, vous, vos compétences ou des choses que vous avez pu faire. Je pense que ça sera utile à tout le monde. Sinon, on fera une petite pause et puis bah, on accueillera Alice qui, elle, pourra vous partager aussi beaucoup d'éléments de compréhension et beaucoup de superbes informations. Parce que, enfin, on aura du coup quelqu'un d'ultra compétent, donc ce sera vraiment top. Je vois que vous êtes toujours aussi sage. J'attends un petit peu parce que je crois on a quelques secondes de retard. J'avais essayé d'enlever ça sur le stream, mais en l'occurrence, j'avais pas réussi. Donc, euh, donc je veux pas non plus, parce que je parle très vite, je sais, j'en ai conscience, et je veux pas non plus vous empêcher de prendre la parole, hein. N'hésitez vraiment pas, encore une fois, à m'interrompre, à discuter, à créer du lien, à créer voilà, de la discussion. C'est toujours avec plaisir. Donc voilà, je rebondis encore un peu sur ce CV, mais l'objectif c'est à la fois en un coup d'œil, on voit ce que je souhaite au sein de l'entreprise, le poste pour lequel je postule, on a aussi une idée que c'est un CV qui est personnalisé, que c'est un CV que j'ai fait spécifiquement pour ce poste ou pour cette entreprise-là, pour une candidature spécifique. Et puis bah ensuite, si on y prend un peu de temps, vous voyez qu'on a quand même pas mal d'éléments. C'est-à-dire que en 3 secondes, on sait ce que je veux, on sait pourquoi je postule. En une minute, on a une idée de ma formation, de mes compétences et de mon centre d'intérêt. Et puis bah, si on y passe 10-15 minutes avant un entretien, on a les éléments factuels pour éviter de me dire mais du coup, votre master spécialisé, vous l'avez fait dans quelle école? Vous l'avez fait quand? Vous l'avez fait pendant le Covid? Comment c'était? Etc. Ça, on le sait déjà, donc on peut directement rebondir sur des questions qui ont beaucoup plus attrait à la qualité plutôt qu'à la quantité. Enfin, l'idée, c'est qu'on peut me poser des questions sur quelles sont les compétences, quelles sont les soft skills, les hard skills que vous avez pu développer, etc. etc. Voilà, voilà. C'était un petit résumé. J'espère que ça vous a plu. En l'occurrence, les CV, c'est quelque chose qui moi me passionne parce que je trouve que c'est un élément ultra important dans une candidature. Et donc j'espère que je vous ai apporté quelques éléments de compréhension. On va repasser 2 petites secondes sur tac pour qu'on puisse voir vos petits messages. Donc j'espère que bah, ça vous a plu, j'espère que vous avez un peu appris 2 3 petites choses. N'oubliez pas, un CV, il faut garder en tête que on doit pouvoir le lire, on doit pouvoir le comprendre en 3 temps, en quelques secondes, en 1 minute et puis en 10 minutes. Ça veut dire qu'il faut à la fois faire quelque chose de concis, de précis, mais qui peut aussi apporter des éléments de compréhension. Voilà, il faut aussi avoir un petit peu un côté perso, etc. C'est super important. On fait une pause de quelques... je vois l'heure depuis que je suis passé sur ce format d'affichage et je me dis putain j'ai vraiment dépassé, c'est terrible. On fait une pause de quelques minutes, on accueille Alice et on se retrouve voilà tous ensemble pour discuter. A tout de suite. Hello, ça va? Moi je peux parler ouais, je peux parler. Allez, ouh, Alors je suis de retour. Alors c'est normal qu'on entende le Discord en fond, je suis vraiment désolé, mais en fait comme je n'utilise qu'une seule source vocale et que j'ai pas un logiciel de capture, malheureusement on entend le Discord en fond, donc j'essaie d'éviter le plus possible les bruits annexes, mais là on va accueillir Alice, et donc évidemment vous devriez la voir en plus de l'entendre, ce qui est quand même pas mal et important. Est-ce que vous la voyez bien déjà? Est-ce que vous l'entendez aussi correctement? Tu peux discuter, non bonjour mais Alice, est-ce que tu m'entends aussi correctement ou pas Alice? salut tout le monde, bonjour tout le monde. Oui, je t'entends très bien. Ok, super. Est-ce que tout le monde l'entend bien? Est-ce qu'il y a un bon Quand retour? tu N'hésitez me pas à m'envoyer un petit parles, message. Normalement, ça devrait être pas trop mal. C'est vrai que tu viens de me le préciser, Pi, parce que ton micro bug un peu apparemment. T'as un micro qui a quelques latences. Bon, je pense pas que ce soit très très grave. j'ai un micro qui bug. Oh non.
C'est pas très grave, on a 2 petites minutes de toute façon. Pour répondre à la question de Pi, en fait, euh, c'est vrai qu'on entend le Discord en fond, j'ai essayé de changer ça un petit peu, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe mieux, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que j'ai pas d'éléments de capture. Alice, ça me fait trop plaisir d'être avec toi, on entend pas mal, mais il y a un petit côté robot sympa. C'est pas grave, Ok, c'est parce que, bon en bah fait, Alice tant est un pis. robot, elle ne vous l'a pas Peut-être dit. peut-être que c'est la qualité de ma connexion aussi. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Attends, on a 2 petites secondes. Je vais regarder si moi je peux faire quelque chose par rapport à ça. Vous avez accès à tout mon Discord, c'est terrible. Tac, tac, tac. Alors, euh, est-ce que je peux augmenter le son de ta voix? Désolé, du coup, vous êtes en train d'assister en direct live à petite modification. Je vais augmenter un tout petit peu le son de ta voix. Je vais essayer de régler tout ça. Ça peut Hop. marcher comme ça. Est-ce que ça va mieux pour vous ou pas? En fait, je t'entends. Moi, je t'entends correctement. C'est pour ça je t'entends Ok. juste un peu robotique, quoi. Mais je pense que c'est ton micro. Après, ça pose pas trop de soucis. Bon, Bah, on va voir ce que ça donne et puis portable, j'essaierai de voir si je me mets un peu dans une meilleure connexion. Peut-être. non, mais je pense vraiment que c'est pas ta connexion. Tu sais, ton micro, il grésille un petit peu. Mais c'est pas très grave. Salut. Bon, allez, on commence l'interview. La pauvre Alice là, qui ne comprend pas ce qui se passe à cause de moi. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais, ça va super. Comment samedi matin? Exactement, c'est un peu tôt, hein, toujours le concept et le principe de l'émission, c'est que je me lève tôt, hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pas nécessairement vrai dans le Bah, monde du jeu vidéo, mais voilà. Du coup, Alice, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas sur le live? ouais, grave. Bonjour, je m'appelle Alice Nao, étudiante à Sciences Po Lyon. J'ai en stage pendant une AMCO Entertainment Europe en relations publiques. Et actuellement, je suis de jeux vidéo qui amènent du en ligne en multijoueur et du navigateur web. J'ai tout le pitch marketing de réussite. Là-bas, j'ai commencé en tant que community manager et là, je passe manager depuis quelques semaines. Mhm. C'est Euh, génial, bravo déjà, c'est je top. suis à, je suis à Lyon. Je suis à Lyon et puis voilà. Bah, c'est top. Le son d'Alice était un peu buggé. Ouais, on sait, on en a conscience. Euh, je sais pas, Alice, est-ce que tu peux peut-être, je sais pas si tu peux débrancher ton micro par hasard et utiliser ton micro de base de ton PC? Comme ça, peut-être que ça grésillera moins. Oui, ça va être encore pire que de changer mon entrée Ouais, ou son. alors il y a un léger Là, lag. je suis passé sur je suis passé sur en tant que micro, entre audio. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, en fait, c'est comme si le son était en 0,75. Pour le coup, c'est pas mon stream. En plus, hier, on a discuté ensemble et ça se passait super bien. Ouais. Et c'était sur le même ordi. Donc, C'était sur le même setup. c'est un bug. Donc, je Ce que sais je vais faire pas peut-être, c'est trop. que je vais juste couper l'appel et je vais te rappeler. Comme ça, on va voir si c'est peut-être Ok. un bug Discord parce que Discord parfois nous joue de mauvais tours. Hop, 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 Est-ce hop. que c'est mieux? Est-ce que c'est Ah! mieux? Attends, vas-y, parle un petit peu. Je crois que c'est beaucoup mieux. Je crois que c'est beaucoup mieux. C'est Je sais pas du tout. c'est un peu mieux, mais il y a quelques petits lags. Bon, ouais, c'est pas très très grave de toute façon. Le plus important, c'est ce que va nous dire Alice, parce que bon, du coup, voilà, comme tu l'as très bien dit, tu as fait de la relation presse chez Bandai Namco, tu travailles pour Piepaker, qui est une startup incroyable sur Kickstarter, qui a fait une levée de fonds incroyable sur Kickstarter. Moi, j'ai suivi ça de très près en plus, parce que c'est vraiment le rétro gaming en multijoueur en ligne, ça m'intéresse énormément. Du coup, Alice, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené, du coup, à travers tes études, à bosser dans le domaine du jeu vidéo? Niveau parcours, c'est plutôt que je suis toute petite. Je devais avoir je devais avoir genre CO pour enfants. Après, j'ai eu tu sais, les jeux vidéo un peu éducatifs. Après, j'ai commencé à jouer enfin, bon.
Mais un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'était sport, Mhm. l'évolution. Tu commences une cellule et tu finis par être une civilisation intergalactique. C'était incroyable. Je suis passé par j'ai commencé à jouer à je commence enfin à m'intéresser à toutes sortes de jeux. C'est quelque chose qui m'a suivi un peu pendant toute ma vie, on peut dire même. Mhm. Et du coup, quand arrive le moment où on cherche une carte, on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Puis, tout ce qui est divertissement, jeux vidéo, c'est à ça. Et bah, c'est quelque chose enfin, donc moi j'aime bien. Et je me Ouais, suis bien dit, sûr. bah, autant, si j'ai d'en faire une carrière, et bah, autant essayer. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Bon, en tout cas, on te souhaite que ça continue comme ça pour le coup. Mais c'est vrai que, bah, enfin, je suis d'accord avec toi parce que le jeu, en fait, on le découvre en tant que passion souvent. Enfin, je ne connais personne qui est venu me dire une fois, j'ai découvert le jeu vidéo en bossant dans une entreprise et puis après, j'ai commencé à jouer. Ça doit exister. Très sincèrement, ça doit exister. Mais c'est vrai que initialement, c'est une passion. Et du coup, moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est que t'as fait du coup Sciences Po Lyon, t'as fait des études de sciences politiques. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ces études-là, sachant que tu avais une passion pour les jeux vidéo? Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, je vais faire directement une formation spécifique liée à ça? Qu'est-ce que tu voulais apprendre? Qu'est-ce que tu voulais développer comme compétence, justement? Alors, en termes de parcours, le pourquoi, c'est peut-être une raison un peu conne, mais en gros, assez, mes parents voulaient que je fasse contraction. Mhm. Après, je me suis dit, et on m'a dit, ouais, bon, tu peux pas faire. Oui. Du coup, j'ai réussi à Sciences Po. Ah. Et après, on m'a dit, oui, tu peux pas faire une carrière dans les jeux vidéo, parce que c'est pas une vraie carrière et tout. Du coup, j'ai fait jeux vidéo parce que c'est marrant de faire je suis là. Mais en même temps, je regrette pas du tout. Mais Sciences Po, c'était à peu près ok parce que ça passe bien auprès des parents et que Hmm. c'est eux qui vont c'est quand même être support. Et on essaie quand même de garder des bonnes relations. Le jeu vidéo, ça s'est concrétisé en plus devenu euh, c'est apparu comme quelque chose qui pouvait être vraiment fait. J'ai appris à quel genre de métier on pouvait avoir dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a plein de choses différentes qui sont aussi accessibles à... Et du coup, voilà. En vrai, c'est passionnant parce que j'ai un peu l'impression que quand on rentre à Sciences Po, c'est qu'on s'ouvre à plein de carrières différentes et finalement, en fait, c'est nos passions et la façon dont on va forger notre parcours qui va vraiment définir ce vers quoi on veut aller, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, c'est face à l'adversité, quand on te dit quelque chose n'est pas possible, tu te dis, ok, l'impossible n'est pas Alice, je fonce et je tente le coup, quoi. Et c'est vachement intéressant parce que aujourd'hui, t'as réussi à avoir une carrière dans les jeux vidéo qui est plutôt sympa, t'es marketing manager et tout, donc c'est grâce sympa. Est-ce que du coup, j'ai une question. J'ai une question. Désolé si vous entendez mon chien en arrière-plan entre le son en 0.75 et mon chien, le stream. C'est un stream campagnard, il faut pas m'en vouloir. Un stream de qualité. Mais est-ce que du coup, tu as eu des expériences bénévoles? Est-ce que tu as eu des moments où tu as participé à des associations qui t'ont rapproché avec le monde du jeu vidéo? Ou est-ce que finalement, tu t'es retrouvé, quand tu as dû choper ton premier stage, alors je sais pas quand est-ce que c'était à Sciences Po, en 3A ou en 4A peut-être, j'ai pas d'idée. Est-ce que tu t'es dit, ok, en fait, j'attends mon stage et je me lance dans le jeu vidéo à partir de mon stage, quoi? J'ai pas eu d'éléments qui ont vraiment mené aux jeux vidéo. Sciences Po, on fait énormément de tout ce qui est projet et enfin état d'avancement, mémoire, d'orienter mes exposés sur ce sujet. Que ce soit en com, en sociologie, parcours plus qui s'appelle communication, culture, un seul moyen de pouvoir parce que
C'était aussi un moyen de faire des ponts. Mhm. Par associatif, j'ai été dans une asso où où j'étais communication commune à montrer des compétences pures Ouais. plutôt qu'à vraiment me rapprocher des mais sinon c'est quelque chose que tard d'avoir été dans une association, Alors attends, c'est Alice, quelque Alice, chose de entretien. je te coupe deux Oui. petites secondes, désolé. En fait, maintenant on a des sauts, en fait, on entend on entend plus exactement tes phrases, la fin de tes phrases, et c'est passionnant. Est-ce que tu peux juste tenter Non. un truc? Est-ce que tu peux genre redémarrer ton Discord? Nous on t'attend, on va discuter ensemble, il y a pas de Ok. souci, nos pressions. Comme ça, on voit si c'est ça, et puis bah si c'est pas ça, on essaiera de trouver une solution pour que ce que tu nous dises, qui est passionnant quand même, les gens puissent l'écouter. Vas-y, on t'attend Ok. de toute façon. Attendez, j'arrive. Elle arrive, on va l'attendre, on a le temps, on est samedi matin, c'est ça, on va se remettre sur... Voilà, vous allez me voir, en plus, regardez comme ça, j'ai une petite coupe bien sympa, on n'est pas pressé, parce que on va... Enfin, je voulais voir en fait comment ça allait aller, mais étant donné que le problème ne vient pas de moi, malheureusement, j'ai beau changer la vitesse ou quoi, la vérification du son est bonne. Vous m'entendez correctement, moi, ou pas? Mieux, là. Ah! Ah, J'espère que c'est mieux. J'ai coupé toutes mes autres applis qui Mais pourraient me bouffer de l'internet. incroyable! Mais c'est incroyable, mais Oh. l'interview de qualité maintenant, c'est... Alors attendez, regardez-moi ça un peu. Là, c'est phénoménal. Je suis désolé, mais c'est parfait, Trop hein. bien. C'est parfait. Super, du coup, est-ce que tu peux juste reprendre... On avait compris que tu étais, du coup, tu as fait un master en médias et communication. Est-ce que, du coup, tu peux nous en dire un peu plus et reprendre à partir de ce moment-là? Parce que c'était... J'ai dû t'interrompre, je suis désolé, mais c'était trop intéressant pour laisser passer, quoi. T'inquiète. C'était un master en communication, culture et institutions Ok, à Sciences Po. super. C'est une des spécialités de cinquième année. Et du coup, j'avais toujours fait en sorte d'orienter mes projets, exposés, projets de recherche, dossiers, tout ça, Ouais, état d'avancement et mémoire vers le jeu vidéo. ok. Et petit à petit, ça a permis de montrer ça. Et du coup, en termes d'association, j'ai fait du community management pour d'autres assos. Et ça a été deux éléments qui ont été relevés par des recruteurs quand je passais des entretiens, comme quoi, un, ils aimaient bien le fait que je me sois intéressée à autre chose que du Sciences Po pur, et que Ouais, c'est clair. vraiment essayé de enfin bon, enfin le fait que j'ai fait pas mal de travaux dessus, ça montrait que c'était vraiment un secteur qui m'intéressait Ouais. et sur lequel j'avais posé une réflexion et pas uniquement oh les jeux vidéo c'est cool. Et en même temps, le côté associatif, ça leur a aussi montré que je pouvais faire autre chose de ma vie que juste des études. Et que, enfin, s'intégrer enfin, travailler dans une association, c'est aussi un tout autre. C'est déjà s'intégrer à à une organisation, savoir se poser ses propres. Enfin, Complètement. faut être autonome parce que souvent t'es un peu là. Une association, devient ce que ses membres font. Ouais. Et, Oui, c'est clair. euh, C'est clair. et du coup, il faut forcément être assez proactif dans une asso et c'est quelque chose qui est souvent valorisé. Bah, enfin, je suis assez d'accord avec toi et tu le montres bien en fait. Enfin, faire des études c'est super et c'est ultra important, mais en fait il faut y ajouter aussi à la fois un engagement personnel qui soit associatif, bénévole ou même tu peux bosser pour une structure e-sport par exemple ou quoi. Et je pense que c'est ultra important de le faire et de le montrer. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu dis que justement il y a des recruteurs qui ont réussi à relever le fait que tu mettes en avant à la fois dans ton travail, dans ton rendu, la réflexion que tu as pu porter sur le monde des jeux vidéo. Et ça c'est ultra intéressant parce que comment est-ce que tu as fait? Je sais pas, je sais pas si tu peux nous parler de ta note d'état d'avancement, par exemple à Sciences Po, ou de ton mémoire, ce que tu as réussi à mener, et comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte que le jeu vidéo ne soit pas perçu comme un produit de la sous-culture, parce que c'est malheureusement parfois le cas, mais soit perçu comme un produit de culture à part entière. J'ai fait mon état d'avancement sur la place de la femme dans les jeux vidéo. C'est génial. État d'avancement pour les gens qui ont, enfin c'est genre un mini mémoire Ouais, c'est ça. qui faisait 20 pages. Et j'ai fait mon mémoire sur comment est-ce que la communication peut influencer le développement d'un jeu vidéo plutôt que l'inverse. Ok. Parce que souvent la com ça se calque sur un jeu vidéo, alors que là j'ai plutôt travaillé sur comment est-ce qu'on pouvait avoir des boucles de feedback sur les jeux vidéo, comment est-ce que en fonction de comment est-ce qu'une campagne était reçue, on pouvait avoir un certain impact sur les aspects d'un jeu. Enfin, on pouvait aussi changer directement le jeu vidéo. Mhm.
etc. C'est génial, c'est passionnant. C'était ultra intéressant à faire en recherche parce que mine de rien, ce sont des champs qui mêlent énormément enfin, c'est un objet d'étude qui mêle énormément de disciplines différentes. Mhm. Il y a de la sociologie, de la théorie de la communication, parfois même un peu d'histoire. Et ça, souvent voire même du droit, parce que là on est dans le rétro et du coup tout ce qui est émulation. Il y a aussi pas mal d'éléments de droit, du juridique dedans. Et, euh, et du coup, moi je trouve que le jeu vidéo, c'est pas un objet de la sous-culture et c'est pas un objet c'est pas un sous-art. Je dirais que justement, au contraire, c'est quelque chose qui mêle plusieurs arts parce on a des directions artistiques qui peuvent être parfois très folles. Là, c'est juste des bandes son qui sont incroyables. On peut avoir même juste de la narration qui est très très poussée. Genre aujourd'hui, on a des jeux vidéo narratifs, enfin avec une très très grosse corde narrative qui fait que ça, enfin, c'est des jeux qui prennent au trip quoi. Clairement. Et du coup voilà, ça a pas, et je suis contente à Sciences Po on m'ait pas discrédité, mais pour ça, parce que on aurait pu penser que oui et mes profs auraient pu être très fermés à ce sujet, mais au Ouais. final je pense que j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient très ouverts et qui n'hésitaient pas à considérer le jeu vidéo comme quelque chose de légitime Mhm. à étudier. Mais ce qui est passionnant, c'est que j'ai l'impression que justement ça devient de plus en plus légitime et c'est aussi grâce à tes travaux parce que ça fait partie vraiment d'une boucle d'étudiants qui essaient de pousser le jeu vidéo et qui essaient de faire comprendre que le jeu vidéo ça fait partie prenante maintenant de nos vies. Et on avait eu un cours, si Clara qui était une camarade de classe que j'avais lorsque j'étais en M2 à l'ENS, si Clara est là, elle se reconnaîtra, mais elle avait fait justement une présentation je vais dire des bêtises, sur Zelda, sur le dernier Breath of the Wild et notamment une présentation géographique par rapport au mélange des styles, etc. C'était juste passionnant et notre prof nous avait quasiment dit mais il y a un travail, alors peut-être pas de thèse mais de mémoire à faire dessus parce que c'est vraiment ultra intéressant. Et ce prof là, il avait jamais touché à un jeu vidéo de sa vie et pourtant il le prenait comme un élément de culture. Donc c'est quand même que derrière il y a vraiment une volonté de porter le jeu vidéo justement à ce niveau-là. Et je pense que c'est passionnant. Enfin, en plus comme tu le dis, toi tu as vraiment réussi en fait à la fois à avoir un parcours académique clean, nickel, Sciences Po, ça fait toujours beau sur un CV, c'est sympa, on fait tout et rien à la fois, c'est nickel. Et puis d'un autre côté, tu as réussi à le spécifier avec des On est expériences. des gens adaptifs, Sciences Pipo, hein, moi c'est ce que je adaptables. retiens, mais, Oui, mais c'est ça en fait, on apprend à capter des connaissances et des compétences, et toi c'est ce que tu as fait, et tu as réussi à l'orienter vers le monde du jeu vidéo. Et du coup, ta NEA m'intéresse beaucoup, on en parlera un peu plus tard parce que je sais que j'ai tendance à toujours un petit peu changer, mais comment est-ce que tu as réussi à convertir un stage dans le gaming? Comment est-ce que tu as réussi justement à en faire une force pour ensuite après postuler à d'autres entreprises et à le mettre en avant? Parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes se posent comme question, je pense. alors, de passer de mon stage à Bandai en tant que RP à mon taf actuel à Piepacker, ça s'est fait de façon très informelle. Disons que une chose à savoir dans le jeu vidéo, c'est que le monde est ultra ultra petit. Il y a tout le monde qui se connaît, il y a tout le monde qui sait, enfin qui voit qui travaille chez Mm. qui enfin, qui déjà, et c'est à double tranchant parce que c'est aussi qui travaille bien, qui travaille moins bien. Ouais, c'est clair. Donc, enfin, meilleur conseil à travailler dans l'industrie du jeu vidéo, toujours, enfin, ne jamais, genre, enfin, toujours bien travailler. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est pas, enfin, forcément, ça peut sembler évident, mais les réputations peuvent aller très vite, C'est clair. je pense. C'est Et clair. du coup, comment j'ai transformé mon stage à mon travail, ça a été un concours de circonstances incroyable. C'est juste, je venais de finir, du coup, j'ai fini mon stage à Bandai en juillet, et j'étais en pleine rédaction de mémoire pendant l'été. Et moi, le problème, c'est que quand j'arrivais pas à me mettre sur mon mémoire, en sachant que j'avais pas de travail, parce que pour moi, il me fallait un travail pour les rentrées d'argent et survivre, parce que c'est bien d'avoir un frigo plein. Et, euh, et du coup, en fait, c'est juste qu'il y a une de mes anciennes collègues de Bandai qui a partagé un post de LinkedIn
de quelqu'un qui cherchait quelqu'un qui avait travaillé dans la communication, dans l'industrie du jeu vidéo, qui savait parler français, anglais et japonais. Et du coup, moi, j'ai fait, oh, c'est moi. Et du coup, C'est génial. j'ai envoyé un message LinkedIn direct. Et j'ai dit bonjour, j'ai vu votre annonce sur LinkedIn. Est-ce que ce serait, enfin, j'aimerais poser ma candidature. Et littéralement une Ah, minute plus tard, ouais, vas-y, t'as eu un de, petit bug, mais c'est bon, ça remarche en- maintenant. j'étais en pyjama en train d'essayer enfin, à faire des candidatures comme ça parce que c'est avec ça que je passais mon été, c'était terrible. Et littéralement une minute plus tard, bah du coup Benjamin, mon PDG actuel, me renvoie, oui, bah, est-ce que ça te dit on s'appelle maintenant? Genre, j'étais en mode maintenant? La Il a fait pression qui oui. monte d'un coup, Du coup, genre bah, je comme fais ça. bon, bah c'est parti. Ouais, je faisais des candidatures un peu à la chaîne. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Et du coup, on s'est appelé. J'étais ultra nerveuse, c'était terrible. Et on est resté au hôtel pendant 40 minutes. Mhm. Et c'était très informel, mais en même temps, du coup, on a pu parler de ce que j'avais fait dans mon parcours, de ce que j'avais fait à Bandai, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'au final, il m'a dit, on va te faire passer des entretiens un peu plus formels, et comme ça, et on verra comment est-ce que où est-ce que ça mène. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça a été ça a été mon stage à Bandai a été valorisable en tant que ça m'a permis d'avoir une première étiquette Mhm. industrie du jeu vidéo. Ça m'a permis d'avoir une première étiquette industrie du jeu vidéo. Et Bandai, c'est un beau nom en soi. Clairement. Quand même un gros éditeur japonais que j'étais à Europe. Du coup, tu avais la dimension internationale. Bien sûr. Donc, c'est ce qui m'a vraiment permis d'y mettre un premier pied et j'espère que ça va suivre après. Bah, en vrai, c'est. Enfin, moi, je trouve ça complètement passionnant parce que c'est aussi un peu ce qu'on recherche quand on fait un stage, c'est d'avoir du contact, créer de nouvelles compétences, apporter aussi un peu ces petites compétences théoriques, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai jamais trop travaillé dans une entreprise, donc là, quand je perçois mon stage chez Ubisoft, je me dis, je vais pouvoir en fait mettre en place de façon active et pratique des compétences théoriques que j'ai acquises pendant 6 ans d'études. Et donc c'est ça aussi qui est super intéressant. Peut-être que j'ai une petite question, c'est est-ce que tu penses que le choix des études, donc par exemple quand tu te retrouves en terminale à devoir choisir entre Sciences Po, une fac ou quoi, c'est ultra important dans la création et dans la création de son cursus, notamment quand on veut travailler dans l'industrie du jeu vidéo? C'est une question que j'aimerais aborder parce qu'on voit de plus en plus de structures aujourd'hui et d'universités, entre guillemets selon moi, qui viennent en disant ok on est l'université du jeu vidéo et d'e-sport, tu viens chez nous, tu travailleras dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu as un avis déjà? Et est-ce que tu penses que c'est ultra important et nécessaire ou au contraire faire des études plutôt classiques, que ce soit en philo, que ce soit en histoire, que ce soit en com, en marketing dans une école qui existe ou quoi, c'est peut-être plus valorisant? Et là, je te montre déjà un peu ma réponse pour compléter Je son pense, profil. je suis pas très fan des écoles purement orientées jeux vidéo D'accord. parce que je pense que j'ai envie de dire c'est mieux de voir plus de choses et avoir une bonne culture générale, mais ça c'est une réponse très Sciences Po, ça va être terrible, et d'avoir une bonne culture générale plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul secteur Ouais, et de le bosser à fond. Parce que, tout simplement, déjà, c'est très risqué. bien Parce sûr. que si on n'arrive pas à percer dans le jeu vidéo, euh, bah, t'as pas spécialement, ce serait difficile de faire valoriser une candidature, dans un autre secteur. Mhm. Et, euh, et juste parce que voir autre chose, c'est aussi quelque chose qui est valorisé par les entreprises et ça permet d'être plus socialement apte dans une entreprise, j'ai envie de dire. Typiquement, moi, dans mon CV, quand j'ai postulé à Bandai, j'avais mis tous mes tafs étudiants. Ok. J'avais mis que j'avais été serveuse, j'avais mis que j'avais fait de l'aide aux devoirs, que j'avais fait même de la distribution de flyers. Mhm. Et mine de rien, au final, j'ai appris que c'était quelque chose qui avait fait la différence dans mon CV. Parce que justement, j'avais pas un parcours purement scolaire, pur jeu vidéo. Ouais. J'avais aussi fait d'autres choses. Ça a montré juste que j'étais pas, que je m'intéressais à d'autres choses, que je savais m'intégrer dans une équipe, que, c'était pas
parce que il y a aussi beaucoup de savoir-être dans une entreprise C'est et clair. avoir juste taffé même enfin le travail en restauration par exemple, c'est quelque chose qui est très valorisé. On m'a demandé un jour en entretien, oui, est-ce que vous savez gérer la pression? J'ai fait, bah, j'ai travaillé en resto pendant 3 ans. Et du coup, ils m'ont fait, ok. Ouais, donc en fait, mais c'est ça qui est bien, c'est que même une expérience qui n'est pas nécessairement liée avec le monde du jeu vidéo peut vous servir et peut véritablement réussir à créer du lien. Il y a Hamza qui pose une question qui dit, peut-être que faire une école de JV c'est intéressant, mais surtout si on a déjà une formation avant, genre si on reprend un an ou deux Ouais, derrière sur le JV. Ouais, je suis plutôt d'accord ouais, avec je ça pense que aussi. c'est bien. Enfin, oui, parce que du coup, tu as une formation initiale euh, pluridisciplinaire. On va reprendre Sciences Po. Exactement. Et après, tu te spécialises plus sur quelque chose. Donc, ça veut dire que tu as déjà des compétences au début, Mhm. et après, tu vas vers une spécialisation. Donc, ce qui est totalement différent que de faire ton cursus en entier uniquement axé sur le jeu vidéo. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent, c'est vrai. Mhm. Donc, c'est pour ça, genre, je ne rejette pas les écoles de purement gaming. Mais je pense que faire un cursus en entier de 5 ans dedans peut être une erreur. Enfin, c'est pas forcément ce que je conseillerais en général. Je pense qu'il y a aussi des gens qui font partie de ces écoles et qui s'en sortiront très bien. Bien sûr, Euh, complètement. je- c'est tout ce que je leur souhaite. C'est juste que personnellement, c'est pas ce que j'aurais fait. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi en fait. C'est pas moi ce qui me dérange, c'est pas tellement l'étudiant qui veut intégrer l'école par exemple pour essayer de défendre son profil parce qu'il est passionné de jeux vidéo. Et je pense que comme le dit Hamza, le faire après par exemple 5 ans de formation ou même après une licence, c'est ultra intéressant et ça peut être super bénéfique pour développer de nouvelles compétences, pour créer du réseau, hein, parce que le mot parfois est un peu tabou, mais c'est quand même assez important, notamment comme l'a dit Alice, le monde du Ouais, mais vidéo est dans le jeu petit. vidéo, c'est c'est Bien beaucoup sûr. de réseaux Et quand c'est même. normal, et c'est pareil quasiment partout, hein, très sincèrement. Quand tu rentrais à l'ESCP, moi j'ai découvert que le mot qui était tabou à Sciences Po et à l'ENS, le réseau, bah, elle était beaucoup moins dans les écoles de commerce. Enfin, c'est même l'inverse en fait. C'est genre, enfin, limite, si t'as pas de réseau, c'est waouh, mais t'as pas de LinkedIn. Moi j'avais mon LinkedIn, j'avais jamais utilisé. Je suis arrivé en école de commerce, je me suis transformé en influenceur, c'était terrible. Donc je critique pas tellement. La formation en soi, je critique plus, ouais, voilà, c'est le fait de proposer des formations extensives, des masters par exemple, ou des licences, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, des bachelors, sur 5 ans par exemple, sans véritablement mettre à profit des véritables compétences techniques. Moi, je préfère toujours quelqu'un qui fait un BTS pour devenir monteur et qui après va devenir monteur dans le jeu vidéo, plutôt que quelqu'un qui va malheureusement en fait bah, avoir une compétence. Et le jeu vidéo, je l'avais expliqué dans ma première mission, c'est pas une compétence. Ça peut être une passion, c'est un champ de connaissances, mais tu peux pas dire je suis compétent en jeu vidéo, je suis compétent en e-sport. Enfin, on n'est pas, on est à l'ère du certificat e-sport, mais qui a disparu depuis, je crois. Mais du coup, voilà, c'est assez dangereux. Mais enfin, en tout cas, c'est super intéressant et ça, c'est clair que j'essaierai parfois de discuter avec des personnes qui ont pu faire ces écoles-là pour avoir un avis extérieur au nôtre, évidemment, parce que c'est aussi comme ça que l'on peut grandir. J'ai plein d'autres questions, Alice, et je vois le temps qui passe terriblement. On va Vas-y. basculer un peu sur la seconde partie qui va être un peu sur la vie pro, savoir un peu comment ça se passe pour toi maintenant que tu bosses. Et la première question, c'était, si tu peux répondre, c'est un peu quoi pour toi la journée type en market dans le monde des jeux vidéo? Voilà, que ce soit chez Bandai ou chez Pipehacker, c'est comme tu le sens. Voilà, est-ce que tu aurais voilà, une petite idée? Est-ce que déjà il y a une journée type? Tu peux me dire non, tu peux me dire ta question est conne, n'hésite pas. Mais voilà, comment est-ce que toi tu répondrais à ça, Non, quoi? alors déjà entre Bandai où j'étais et Paypacker actuellement, c'est deux rythmes de journée totalement différentes parce que tout simplement Bandai Europe c'est bientôt 300 personnes alors que à Paypacker quand j'ai débarqué à Paypacker on était 15, actuellement on est 25-30, je sais plus exactement. Et donc il y a grosse différence de journée type entre une grosse entreprise Mhm. et, euh, une start-up. C'est clair. Donc, une journée type en entreprise, enfin, à Bandai, c'était incroyable. J'arrivais à 10 heures, enfin, j'arrivais genre 9h30 et je partais à 17h30, 18h, enfin, horaire du bureau classique. Ouais. Moi, j'étais en relations publiques et ça inclut relations presse et influenceurs. Et du coup, c'était tout ce qui était rédaction d'alerte média, vérification du calendrier, communiqué de presse. Euh, Enfin, stratégie RPA stratégie de campagne à plus ou moins long terme, Ok. etc. Et donc c'était assez. Enfin, il y avait à la fois de la stratégie Mhm. et il y avait à la fois des choses très opérationnelles, genre j'ai déjà passé une journée entière à faire juste des communiqués de presse et des alertes médias parce que Bandai a un catalogue.
extensif, incroyable en tant Je veux qu'éditeur bien de le jeux vidéo. croire. Mais du coup, enfin, c'est ce qui aussi, et en strat, c'était aussi intéressant de le faire. Euh, Après, quand j'étais à Bandai, j'étais en lead sur 2 jeux. J'étais sur Sword Art Online Alicization Lycoris Ah, let's et go. sur une compilation de jeux rétro qui s'appelait Namco Museum Archives. Et du coup, sur ces choses-là, j'étais un peu plus autonome. Malheureusement, j'ai pas eu mon nom dans les crédits. Et mais du coup, c'était un peu moi qui me donnais mon rythme sur comment est-ce que je voulais avancer là-dessus, avec évidemment le soutien de mes maîtres de stage. Et c'était cool. Par contre, la journée type en startup, bah, y a pas spécialement de journée type parce que tout simplement, il y a tout qui va très vite. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, à mon sens. On Ouais, a c'est clair. énormément on a énormément d'urgence, on a de l'opérationnel à faire, en même temps, on essaie de faire de la stratégie à long terme, à Mhm. plus ou moins long terme. Et il y a des décisions qui sont prises très rapidement. Là où par exemple Bandai mettrait un mois à prendre une décision en Paypacker est prise en moins d'une semaine, voire en une journée. C'est fou ça, c'est Et incroyable. du coup, je travaille beaucoup en startup parce que je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui a demandé Ouais, vas-y, vas-y, c'est tu peux plutôt quel répondre. genre de J'allais te rythme. le dire, mais tu peux répondre. Le rythme en startup est beaucoup, beaucoup plus intense que dans une grosse boîte. Parce qu'une grosse boîte, c'est plus une mécanique bien huilée, enfin plus ou moins bien huilée. Alors qu'une startup, il y a tout à faire et c'est ultra intéressant parce que quand j'ai débarqué là-bas, j'étais community manager et il n'y avait pas spécialement de com en général à faire. Donc j'avais relativement carte blanche sur comment est-ce que je devais gérer la com. Et du coup, c'était incroyablement stimulant et aussi incroyablement, comment dire, intimidant à faire. Ouais, tu m'étonnes. Et enfin, en règle générale, je travaille beaucoup. Je travaille trop d'après mon copain et mes amis d'ailleurs. Mais ouais, le rythme est toujours beaucoup plus soutenu en startup, je pense. Ouais, puis surtout qu'en fait, tu fais partie aussi du projet, tu vois. Là où quand tu arrives dans une grande entreprise, tu rentres dans un projet qui est construit parfois depuis des vingtaines, des trentaines d'années. Là, tu rentres dans un projet en fait où tu vas construire de A à Z quasiment tout. Et notamment, tu le disais, tu étais t'étais community manager et tu as créé en fait justement la com. T'es venu, t'as apporté un petit peu, bah voilà, t'as apporté finalement je sais pas exactement comment le dire, je perds mes mots ce matin, c'est terrible. Enfin bref, t'as apporté ton empreinte, voilà, on va dire ça comme ça, à la façon dont Pipehacker Ah est oui, c'est communiqué et c'est ce qui c'est est le passionnant plus, en fait. C'est c'est ce qui est plus, enfin, récompensant. J'ai le rewarding en anglais qui vient, mais j'ai pas la version française. Mais enfin, c'est que, en gros, tu peux dire, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, Et c'est trop genre, ça. et c'est ultra cool comme sensation. Et la startup, c'est high risk, high reward. Mhm. Dans le sens où plus tu vas travailler, plus ça va avoir d'impact. Et c'est trop cool. Du coup, c'est un peu le piège C'est quand vrai. on travaille et qu'on essaie d'avoir un rythme un peu, enfin, qu'on essaie d'avoir un bon rythme de travail et de pas trop se brûler non plus. Ouais, non, mais je vois. Et pour le coup, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de startups dans le monde des jeux vidéo. Je pense que c'est une industrie qui est en croissance. Enfin, c'est phénoménal. Je pense que quand, ne serait-ce que là, on parle du monde du jeu vidéo, enfin, voilà, le développement, l'édition, etc. Mais on parle pas aussi de tout ce qui va exister maintenant avec les équipes e-sport, etc. Donc, c'est vraiment un monde en développement. Moi, j'ai une petite question. Je sais pas si tu pourras m'apporter une réponse, mais est-ce que tu penses qu'un stage en startup est aussi, voire plus valorisé qu'un stage dans une grande entreprise, notamment dans le monde du jeu vidéo ou pas? Tu l'as dit, chez Bandai, tu as développé des compétences, t'as donné un cachet. Moi, c'est une question que je me suis très longtemps posée parce que j'avais eu une proposition, voire deux propositions pour pas mal de petites startups qui m'avaient intéressé. Et bon, finalement, j'ai choisi Ubisoft. Donc, encore une fois, je donne une réponse avant de te poser la question. Mais est-ce que toi, voilà, tu aurais Et un élément à comprendre? les stages en start-up, c'est un double tranchant. Parce que une start-up, souvent, c'est pas très bien structuré. Et tu vas avoir plein de responsabilités, donc tu vas faire des trucs très cool. Ouais, Mais déjà, souvent, c'est moins bien rémunéré. Parce que, évidemment. et juste, tu vas pas forcément avoir tu vas avoir plus de liberté et ça va être comme ce que je disais avant, c'est plus tu investis et plus tu vas monter en compétence, c'est vrai. Mais quand tu es enfin, nous, par exemple, on s'est posé la question d'avoir un stagiaire ou pas pour l'été ou pour les mois qui arrivent. Personnellement, j'ai plaidé pour le non parce que je veux pas un stagiaire maintenant actuellement dans ma boîte, enfin dans mon équipe.
Parce que je pense pas qu'on pourra lui offrir un cadre suffisamment stable pour que ce soit un bon stage. À Bandai, à Bandai pour moi c'était enfin, ils ont une politique de stagiaire enfin, que j'ai beaucoup appréciée. Déjà, Mhm. j'étais très bien rémunéré. Enfin, t'es rémunéré à hauteur de ton diplôme. Donc, j'étais pas au minimum légal. Ça, je trouve ça c'est cool. C'est vrai ça. J'ai eu des vraies missions. J'ai eu des vraies missions. J'ai eu le droit d'avoir le lead sur certains jeux et sur Sword Art Online et sur Namco Museum Archives. Et en même temps, je voyais un peu tout ce qui touchait à tout. C'était des personnes qui avaient l'habitude d'avoir des stagiaires Ouais. parce que à Bandai, ils sont en général pardon pour le bruit. C'est pas grave. À Bandai, ils sont en général un stagiaire par service, Mhm. que ce soit en produit, en marketing, en com, en RP, en community management. Ils ont un stagiaire par service, du coup, c'est très bien structuré. Mhm. T'as vraiment l'impression enfin, t'es pas un stagiaire perdu au milieu et qui doit être très autonome. Certaines personnes auront besoin d'autonomie. Pour moi, j'ai eu un bon équilibre là-bas. J'ai eu une très bonne expérience dans mon stage à Bandai où on me donnait des responsabilités. En même temps, j'étais très bien accompagnée. Ouais. Là, à Pipehacker, en startup, je pourrais pas forcément dire la même chose si on avait un stagiaire. Ouais, bah tu pourrais plus difficilement l'accompagner, j'imagine aussi. Comme tu le dis, il y a beaucoup de missions, c'est un travail qui est assez colossal. C'est ultra gratifiant, mais d'un côté, après, le suivi stagiaire, c'est. Après, ça, de toute façon, je pense que le stagiaire aussi qui postule en startup doit se préparer et prévoir justement ce genre de comportement quand tu es en startup. C'est compliqué de suivre à 100% ton stagiaire. Et il va être responsabilisé aussi beaucoup plus vite, du coup, parce qu'il va être plus indépendant. Moi, pour la petite anecdote, c'est pas en rapport avec le monde du jeu vidéo, mais on m'avait proposé un stage pour devenir par la suite, donc un stage qui se transformait en associé, donc quasiment associé dans la boîte, pour digitaliser le monde des pompes funèbres. Alors comme ça, bon, évidemment, ça m'a pas Ouais. ultra motivé, hein, c'était pas le projet le plus motivant et le plus incroyable du monde, mais il m'a très clairement dit, le mec, en fait, on te prend en stage pendant 6 mois, mais tu vas être ultra responsabilisé, tu vas bosser, et par la suite, t'es associé dans la startup, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas un CDI, tu vois, c'est véritablement, t'as des parts, tu fais partie. Bon, j'ai dit non, même s'il m'a dit, ouais, il y a beaucoup de thunes à se faire, parce que j'ai trouvé ça un peu, enfin, bref, Covid plus digitalisation des pompes funèbres égale beaucoup d'argent à se faire. La réflexion était ultra intéressante. C'est un peu cynique, ouais. C'est un peu si. En fait, c'est malheureux parce que je pense que c'est un domaine dans lequel il y a quelque chose à faire. Pour le coup, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est vrai que c'est un peu cynique de dire ça comme ça. Donc c'était passionnant. En plus, il avait une vision de la startup qui était vraiment ultra intéressante, le fondateur. Mais c'est vrai que voilà, dit comme ça m'a moins motivé que Ubisoft qui m'a vendu du rêve. Enfin bref, mais ça c'est Ubisoft après, c'est normal, tu l'as dit avec Bandai, c'est très carré et c'est toujours super bien. Oh, pardon, j'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est super bien mis en place et t'es super bien encadré aussi, donc t'apprends beaucoup de choses. Voilà, voilà. Je sais pas si tu as vu la question de Dodoge. Ils ont un bon comité d'entreprise chez Bandai. Je, je sais pas si tu peux y Je répondre. t'avoue que c'était le premier community d'entreprise Ouais. auquel j'avais affaire, donc je saurais pas dire si c'était un bon comité ou un mauvais comité d'entreprise. À ce que je sais, il y avait pas mal d'avantages, Mm. enfin, il y avait quand même pas mal d'avantages à être salarié chez Bandai. Ils prenaient quand même plutôt bien soin de leurs employés. Donc je dirais oui. Bah, en vrai, Enfin, en tant que stagiaire, on n'a ouais. pas les mêmes droits. Donc C'est vrai. c'est pas quelque chose qui m'a le plus, enfin, qui m'est vraiment je peux pas trop me Ouais, prononcer ouais, là-dessus. ouais. Non, mais je comprends de tout. Bah, enfin, c'est comme si moi on me demandait pareil pour Ubisoft. J'ai pas encore commencé. Bon, il y a toujours des avantages et des intérêts. Et c'est vrai que ce sont des entreprises quand même qui sont bien cadrées, bien organisées. Donc, au-delà du comité d'entreprise, je pense que faire un stage dans de grands éditeurs de jeux vidéo, c'est toujours un plus. À la fois pour créer un réseau, pour avoir un cachet, pour développer de nouvelles compétences, et ne serait-ce que pour avoir un super stage. Moi, chez Ubisoft, c'est pareil, hein, je suis pas rémunéré au minimum légal, hein, je suis rémunéré en fonction de mon diplôme, et c'est une très très bonne rémunération de stage, donc c'est vraiment super, super intéressant. Je voudrais qu'on aborde, avant de finaliser cette petite émission, un troisième point, si tu as le temps, Alice. Vas-y. Ce serait, Ouais, t'inquiète. on en a un peu parlé, ce serait de parler justement pas mal du monde du jeu vidéo dans son ensemble. On a parlé hier de la toxicité, du sexisme. Donc voilà, Mhm. je voulais un peu savoir, toi, quelle était ta perception de la scène gaming. Je sais que tu joues à LoL, je sais que tu connais la communauté LoL, c'est terrible, on la connaît tous. Donc voilà, quel est Une toi très ton bonne avis à ce réputation. sujet? Et est-ce que ça peut, à un moment, quand tu te lances en tant que community manager, quand tu te lances dans le marketing, est-ce que ça peut être un frein de se dire, ok, je vais m'affronter à une commu qui peut être méga toxique et venir critiquer le jeu sur lequel je travaille, venir critiquer tous les efforts que je fais. Ah, le terme de, enfin, le jeu vidéo, c'est très bien. Ça a une commu un peu naze, comme
Bah, comme tu l'as dit, je joue beaucoup à League of Legends, je joue aussi à Valorant. Ah oui, d'accord. Alors le fait de League of Legends, les gens sont toxiques, c'est sûr. Mais ils savent pas si t'es une fille ou pas, alors que parce que tu écris juste. Mais quand tu joues à Valorant et que le chat est principalement vocal, C'est bah vrai. enfin j'ai envie de dire que ma voix ça se reconnaît que je suis une femme. Ouais. Et euh, et du coup bah enfin j'ai eu des gens j'ai muté instant, j'ai eu droit aux remarques sexistes, j'ai eu droit Ouais. à C'est me faire terrible. à me faire tuer par ma propre team. Enfin bref, c'est pas fou. Ouais. Pourtant, en fait, je trouve ça con parce que je pense que le jeu vidéo il gagnerait énormément. Actuellement, la semaine dernière, je crois, il y a Sony qui sortait des chiffres comme quoi leur clientèle, les nouveaux acheteurs Ouais. de PlayStation 4 et 5 étaient à 40% des Ouais. femmes C'est par impressionnant. rapport à leur PlayStation 1 Mhm. qui était autour de 15%, je crois. Donc, aujourd'hui, on considère vraiment qu'il y a vraiment une égalité homme-femme dans les clients du jeu vidéo, enfin dans les joueurs et les joueuses. Pourtant, c'est pas forcément quelque chose qui se retrouve dans les jeux multijoueurs, parce que aussi en tout ce qui, on compte le jeu vidéo qu'on appelle le casual et l'hyper casual. Mhm. Souvent, c'est des jeux mobiles, typiquement Candy Crush, c'est du casual. Qui fait du hyper casual, t'as 8sec, enfin ce sera beaucoup du jeu mobile. Mhm. Là, on a une proportion beaucoup plus importante de femmes, là où, par exemple, dans les jeux vidéo compétitifs, on aura une proportion beaucoup plus importante d'hommes. Mhm. C'est clair. Euh, Pourtant, c'est dommage parce que, genre, par exemple, moi, je suis sur des serveurs Discord qui sont uniquement réservés aux femmes. Parce que c'est meilleure ambiance, parce que on sait qu'on va pas avoir de mauvaises expériences. Ouais. Enfin, C'est ça, vrai. ça empêche pas que les gens, on peut avoir des femmes qui sont toxiques, tu vois. Mais au moins, même s'il y a une femme qui rage, ce sera pas quelqu'un qui va te dire d'aller faire un sandwich dans la cuisine, tu vois. Ouais, puis enfin, je veux dire, en fait, c'est malheureux, mais c'est pour se protéger aussi, quoi. Je veux dire, je pense que pour répondre à ta question par rapport justement aux jeux compétitifs qui sont à tendance masculine, c'est aussi que le jeu compétitif demande beaucoup de temps de jeu et que malheureusement, il y a quelques années de ça, en fait, il y avait quasiment aucune visibilité sur des joueuses pro. C'est-à-dire qu'on remonte, mais même cette année, encore aujourd'hui, je vous invite à chercher une équipe reconnue, renommée, qui soit composée, alors qu'il soit mixte, soit composé avec une équipe féminine, ça n'existe quasiment pas et c'est quand même, je trouve, en tout cas personnellement, vachement malheureux parce que c'est la visibilité aussi qui pousse à jouer. Et finalement, sur les smartphones, bah, y a pas. Sur le smartphone, il n'y a pas de barrière sexiste, mais sur le jeu compétitif, tout de suite, il y en a une. Et en plus, quand tu partages encore une fois ce retour-là, on se rend bien compte que, enfin, je sais pas, moi, genre, je sais que pour le coup, et je suis un mec, donc j'ai beaucoup de chance, mais quand je me fais flemme, j'ai plus envie de jouer au jeu. Alors j'imagine que quand tu te fais flemme, non pas pour tes compétences, mais parce que tu es et ne serait-ce que le fait d'être, ça crée déjà un comportement toxique, c'est juste terrible, quoi. C'est juste terrible. Je sais pas si t'as un... Après, ouais, j'ai envie de dire Vas-y. que de plus en plus de gens euh, essayent de reconnaître ce genre de comportement et essayent justement de les arrêter. Mhm. J'ai eu quelques expériences où justement t'avais des mecs qui commençaient à me flame et t'as eu d'autres mecs dans la team qui disaient ouais non les gars c'est naze en fait ce que vous faites. Enfin donc je pense que ça commence. Après t'as toujours aussi un peu d'esprit de groupe, mais je pense que ça commence à plus être trop toléré comme comportement. Euh, Valorant, par exemple, a commencé à dire qu'ils enregistraient Ouais, les chats vocaux c'est clair. euh, pour, euh, pour mieux identifier les gens et mieux identifier et punir les gens qui étaient toxiques vocalement. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu dommage de devoir en arriver là, même si, enfin, ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qui va tendre, où au moins les gens vont essayer de se faire. Je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Et Mais du coup, tu fais bien, il faut. du coup, j'espère que c'est quelque chose qui va un peu disparaître. Bah, je sais, malheureusement, je suis pas aussi optimiste que toi parce que je pense pas que ça disparaîtra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et cette prise de Mhm. conscience, selon moi, elle vient aussi et elle est aussi portée par des projets qui sont beaucoup plus inclusifs. Elles sont portées justement parce qu'il y a de plus en plus de visibilité aussi. Et par exemple, Valorant dans le jeu, enfin, regardez LoL. LoL, pendant très longtemps, les personnages qui étaient créés, c'est des personnages qui étaient créés par des hommes pour des hommes. Et même les personnages féminins, on le voit au niveau des courbes, on le voit au niveau.
Mais sportive. C'est ça, je veux dire, ne serait-ce que le personnage est créé par un homme pour un homme. Aujourd'hui, sur Valorant, déjà, c'est des personnages qui sont beaucoup plus inclusifs, qui ont des caractéristiques qui sont beaucoup plus variées, et finalement, c'est créé pour tout le monde. Et ça, on voit avec Valorant. Quand on prend un jeu comme CSGO, un jeu comme Valorant, je suis quasiment certain, je connais pas les chiffres de tête, mais qu'il y a plus de joueuses sur Valorant parce qu'il y a plus de représentativité sur Valorant. Et c'est le cas aussi avec Rainbow Six, qui est très inclusif, et ça, c'est bien. Il faut toujours continuer, hein, c'est jamais suffisant, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est aussi en donnant de la visibilité, et bah finalement on crée des comportements qui font que les femmes ne se sentent plus exclues du gaming. Et par exemple Sony qui donne ses chiffres sur la PS5, 43%, c'est génial. Ça te dit, bah écoute, en fait normaliser le fait qu'une gamine puisse jouer aux jeux vidéo. Enfin, et moi, pour tout vous dire, j'ai découvert ça vachement tardivement avec la scène Fortnite, parce que Fortnite, c'est un jeu qui était joué sur à la fois mobile, console et PC, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de joueuses, mais à très haut niveau, hein. Bon, moi, j'ai toujours été très nul sur Fortnite, j'ai fait 3 parties, j'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas pour moi. Mais il y a de plus en plus de joueuses, et ça, c'est ultra positif, et je pense que c'est quelque chose qui tend aussi à créer à la fois de la visibilité, puis cet effet de reconnaissance, qui fait que bah, plus en plus de femmes jouent, tout simplement. Et je trouve ça, moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça ultra important parce que je pense que c'est en allant vers l'inclusivité, c'est que qu'on aura une communauté plus saine, de tout point de vue, je pense, vraiment de tout point de vue, quoi. Donc ça, c'est Et puis vraiment aussi, ultra intéressant. on a eu genre une plus de représentation aussi dans juste les personnages de jeux vidéo où, enfin, on a de plus en plus de personnages féminins forts, enfin, Exactement. de personnages principaux féminins. Bah, mon premier exemple, ça va être Horizon Zero Dawn, que Ah là là. j'aime d'amour comme jeu. Et avant-hier, il y a eu le trailer de Forbidden West, la suite, qui Avec est le sortie. Et planeur, incroyable. incroyable. Et juste, ça fait qu'il y a plus de, enfin, il y a plus de gens, enfin, il y a plus de femmes qui se disent, ouais, ça peut être cool. Parce qu'il y a beaucoup la critique, enfin, souvent quand on veut mettre des personnages féminins, c'est ce qui s'est passé pour Assassin's Creed Valhalla, où ils ont eu l'audace de mettre une femme, enfin, où tu peux être une femme en personnage principal. Euh, c'est les gens, ils disaient, enfin, les joueurs masculins très rageux, ils disaient oui, comment est-ce que tu veux t'identifier à une femme dans un public, enfin, pour une audience relativement masculine, et t'es en mode, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. T'as déjà Assassin's Creed, t'as de plus en plus de femmes qui s'y intéressent, ça m'empêche pas enfin, déjà, moi, enfin, en tant que femme, j'ai joué à énormément de jeux où t'es un mec comme personnage principal, ça m'a pas empêché de m'identifier. Et enfin, l'inverse existe aussi. Et Bien en sûr. même temps, ça inclut de la représentation. Et c'est cool. Plutôt que Exactement. d'avoir une énième Lara Croft avec tout en courbe qui va faire de l'exploration en t-shirt et enfin En talon. avec le nombril à l'air. Ouais. Mais en fait, c'est vachement intéressant parce que, en fait, ça a aussi souvent été une critique opposée au fait à l'inclusion et à la diversité. C'est qu'on disait, mais il y a déjà des personnages féminins, mais très sincèrement, je vous invite à regarder les personnages féminins. C'est comme les personnages LGBTQI+, enfin, quand on regarde LGBTQI+, pardon, quand on regarde par exemple Tariq et Ezreal sur League of Legends, je suis désolé, c'est legit de base en fait, ça décrédibilise le discours de League of Legends ou ça décrédibilise le discours de ces haineux qui te disent mais en fait il n'y a pas besoin d'inclusion ou de diversité, il y en a déjà, c'est faux. Parce que c'est un regard masculin, hétérosexuel qui est porté en fait sur Mhm. le sujet. Et du coup c'est nécessairement mauvais. Je crois que tu as des fans Alice sur le chat, c'est incroyable. Ah, Mais cœur, cœur. Mais voilà, ça c'est enfin, je pense que c'est super important et c'est un sujet qu'il faut de plus en plus porter. Et ne serait-ce que pour vous dire aussi, je le dis, on sait jamais, mais si vous êtes une femme et que vous avez un attrait pour le jeu vidéo et que vous souhaitez travailler, dites-vous que les entreprises mettent de plus en plus en place des programmes d'inclusion, de diversité. Il y a des associations comme Women in Games, c'est possible et avec du courage et de la volonté, c'est clairement faisable. Il y a toujours des efforts à faire. En tant qu'industrie, on doit grandir, c'est clair, mais je pense que ça va dans le bon sens en tout cas. Je sais pas si tu peux me rejoindre là-dessus, Alice, mais je pense quand même on évolue dans le bon sens. Euh, ouais, il y a Women in Games, il y a Pixel aussi, qui est plutôt basé au Canada. Il y a plein d'initiatives pour les meufs. Il y a moi, comme dit dans le chat. Mais ouais, en plus, Incroyable. en ce moment, de ce que j'ai vu, cependant, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est en tant que, enfin, dans les équipes, il y a de plus en plus de femmes, certes, mais on est quand même à un moment où il y a pas beaucoup de femmes dans les postes de management et dans les postes de très haut placés, malheureusement. Ça, c'est le cas, enfin, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises où bah, tu auras des femmes qui vont être au statut d'employé et pas forcément manager ni directrice. Mhm.
le Donc plafond de ça verre, quoi. c'est encore un palier à franchir. Ah ouais, un plafond de verre. C'est encore un palier à franchir. Ouais, j'espère quand même qu'on va y arriver dans les prochaines années, enfin que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réussir à faire. Ouais, mais ça, je pense que c'est même pas Bientôt, il y prévu aura aujourd'hui, hein. Alice Naon, directrice marketing. Let's go! Ça va être incroyable. Elle le cool sur ce stream, on le regardera dans un an, on se dira putain, elle l'avait prévu, elle l'avait défini. Peut-être pas dans un an. Je pense pas. Même moi, Je rigole. j'aurais pas l'ambition de dire ça dans un an. Ouais, Mais, bientôt. mais c'est clair en fait, c'est clair que c'est. Je pense que là, c'est même pas propre à l'industrie des jeux vidéo, hein. Je pense que c'est un phénomène sociétal et que du coup, on est encore dans des sociétés qui sont extrêmement masculines et on le voit. Et même s'il y a de plus en plus une volonté de plus en plus d'inclure, ça reste encore trop peu, en fait, ça reste encore trop peu égalitaire. Mais ça, de toute façon, c'est en tant que corps sociétal que l'on doit progresser, que l'on doit évoluer. Je pense que aujourd'hui, il faut continuer parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Même si on a fait des progrès, c'est absolument pas suffisant. Alice, il est quasiment 11h30. Je sais que tu voulais un peu nous parler de Pipehacker, ça ta vie, ton boulot, etc. Est-ce que tu aurais un petit mot pour finir? Voilà. Je sais si tu as d'ailleurs si t'as un point à finir sur le sexisme ou quoi, n'hésite vraiment pas. Mais est-ce que tu aurais un mot à finir? Je sais que enfin, c'est ta startup qui te tient à cœur quand même. Donc, est-ce que tu as un mot à partager avec tout le monde? On est Ouais. 11, c'est terrible, on est si nombreux. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, Pipehacker, bah, du coup, je l'ai rejoint en octobre. C'est un peu genre, enfin, comme je l'ai dit, quand tu travailles dans une petite startup, ça devient un peu ton bébé à toi, tu vois, C'est genre où clair. tu sais que tu crées des trucs et c'est cool et enfin, ça fonctionne et tu fais vraiment, enfin, tu fais vraiment partie de ce qui fait avancer la boîte. À Pipehacker, du coup, on vient de finir notre campagne Kickstarter avec 220 000 dollars qui ont été Incroyable. levés en C'était un mois. fou, C'est c'était fou. incroyable. Le, euh, le dernier jour était incroyable. On a même eu quelqu'un qui a contribué à hauteur de 10 000 dollars, complètement taré. C'était moi Mais évidemment. on va C'est fou. Raymond MVP. Et, mais du coup, enfin, c'est une très très grande aventure. C'est cool. On fait du jeu rétro. On fait du jeu rétro en multijoueur. On fait accessible directement dans le navigateur web. Donc, enfin, c'est vraiment, on essaye parce que le pitch un peu classique, c'est qu'on dit qu'on est le Spotify du jeu vidéo rétro. Là où, par exemple, il y a dans l'émulation, il y a énormément de jeux qui sont téléchargés illégalement parce qu'ils sont plus édités, parce que si, parce que ça. Nous, on va essayer de récupérer enfin, des vieilles licences et de les proposer gratuitement et de façon légale. Trop Et, cool. du coup, voilà, ça, pour l'instant, c'est une très belle aventure. C'est incroyable. J'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, j'aime beaucoup mon travail en général. Et voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a une excellente vidéo. Il y a pas mal de vidéos d'influenceurs sur YouTube qui sont dispo. Euh, je voulais le dire, j'ai oublié le nom, Ah, c'est moi aussi. c'est terrible. C'est qui? Vous avez fait un. Qui? Oh là là, il jouait avec Fanta. Il jouait avec Fanta, Euh, c'était Bob Lennon, je crois, si je me oui, trompe pas. Bob Lennon. Oui, Incroyable. on a fait une. C'était juste, genre moi j'ai regardé sa vidéo, genre allez voir un peu à quoi ressemble Pipehacker, enfin c'est ultra impressionnant, ne serait-ce que En plus, Bob, il y a joué. Bob Lennon, il y a joué quand on était. Enfin, quand on était à une période assez tôt de notre développement. mais c'est Et enfin, c'est enfin, du coup, Sigil. depuis notre produit, il a genre vachement progressé. Et puis, enfin, ça va y avoir de belles choses. On va être lancé d'ici la fin de l'année. Et, euh, et ça va être trop bien. Ah ouais non mais c'est Sigil et puis en plus il y a des Et on est petits masques et gratuit. tout et c'est gratuit et c'est ça qui est moi c'est ça qui m'a vraiment marqué dans votre campagne Kickstarter etc et je vous invite vraiment à aller voir c'est que le projet m'a plu dans le sens où à la fois il y a cet aspect gratuité et puis il y a tout un système premium et puis enfin bref ramener du jeu rétro aujourd'hui sur internet et en multijoueur avec des potes, avec des filtres quand tu mets tes caméras, c'est con hein, mais moi les filtres j'ai surkiffé, j'ai trouvé ça trop Oui, stylé. et puis Ouais, vraiment bah, très très cool. en plus on est une boîte Covid, tu vois, genre C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. typiquement Pipehacker ça a été créé en mars 2020, premier confinement. Et puis dans ce moment où on voulait genre justement, nous on essaie de créer une nouvelle expérience sociale avec genre toujours du vidéo chat, des masques 3D, pouvoir jouer en multijoueur facilement. En fait le jeu vidéo ça devient presque un prétexte à justement discuter avec des gens, à parler à des nouveaux gens. On a un Discord qui est ultra actif et du coup aujourd'hui on n'a pas encore fait de système de matchmaking, mais il y en a quand même des gens qui vont ouvrir des salles
de jeux d'eux-mêmes et qui vont quand même inviter des gens random à jouer avec eux. Et je trouve ça trop bien. C'est trop cool, c'est très très cool, ouais. Donc, créer des nouveaux trucs, Voilà, donc créer, rejoignez le Discord pour pouvoir tester créer du lien. Playpacker. Non, mais en tout cas, c'est génial et le projet est super cool. Du coup, je suis désolé, Alice, de la couper court à l'interview. C'était vraiment passionnant. Merci T'inquiète. pour tout. Merci pour toutes tes précisions. Merci à toute votre participation sur le chat. Nous, on va prendre 5 minutes pour faire une petite conclue. Mais du coup, on va devoir dire au revoir à Alice. Donc, merci beaucoup, Alice. Et puis, bah, au plaisir de rediscuter avec toi de Merci toute à toi. façon. Et puis, passe une excellente journée. Et Ouais. tryhard pas trop sur League of Legends, évidemment. Oh, bientôt je vais passer plate sur TFT, ça va être incroyable. Je Hein, suis à mon ah, gold 1 là, let's go, je vais let's y go. arriver. Bon courage pour le platine alors. Passe une bonne journée. Au revoir, Yes. Alice. Bonne journée, ciao. Ciao. Il ne reste plus que nous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé et d'avoir été aussi nombreux à interagir avec Alice. C'était vraiment genre passionnant. Pour le coup, en plus, elle a une vision de l'industrie qui est genre, je pense, unique et super, super complémentaire avec ce que moi j'essaie d'apporter et de dire. Vous l'avez vu en plus, enfin, pour le coup, je le répète et je le dis, hein, c'est pas du tout parce que je fais un placement de produit ou parce que, enfin voilà, je m'en fous. Pipehacker, c'est vraiment la folie, quoi. J'ai suivi le développement du projet Kickstarter. Et c'est vraiment genre passionnant. Et oui, il y aura un replay. Il y aura un replay One Fuse, il n'y a pas de souci. Ce sera sur YouTube. Normalement, si jamais Alice est OK, je le mettrai sur YouTube. Ça devrait sortir normalement demain. C'est ce que je fais. Je le sors demain à 14h théoriquement. C'est un replay brut, hein, c'est-à-dire que vous avez la vidéo avec les bugs et tout. J'ai pas les compétences techniques pour faire du montage, j'ai pas le temps non plus. Mais évidemment, vous pourrez regarder l'ensemble de l'émission. Et puis bah, je voulais vous remercier parce que on a été quasiment 11-12 spectateurs sur l'ensemble du stream, de ce que j'ai pu voir. Vous avez été super nombreux à participer, donc ça fait toujours super plaisir. Sachez que vous pouvez vous abonner, enfin vous inscrire et me suivre sur Twitch, mais aussi sur Twitter, sur LinkedIn. J'essaie de poster, il y aura toujours plein d'émissions avec de superbes invités. Euh, j'ai pu faire QA pour eux, du coup j'ai testé les jeux pendant un mois, c'était génial. Bah voilà, on a la vie, mais je pense vraiment que c'était trop trop cool. Enfin, moi j'étais à deux doigts de participer sur Kickstarter si j'avais eu un peu plus d'argent et que c'était pas aussi compliqué, genre financièrement en ce moment avec le Covid et tout, j'aurais tenté le coup, quoi, parce que, enfin, vraiment, le projet a l'air oufissime, quoi. Donc vraiment, suivez-le si vous ne pas déjà fait, parce que je pense que ça ne peut qu'aller super loin. Et bah, voilà, je voulais vous remercier. N'hésitez pas à me suivre, à me faire un retour critique aussi sur l'émission. Vous pouvez me rejoindre sur le Discord eSport Business d'Hugo, qui est aussi là aussi un super Discord. Et puis bah on pourra en effet discuter tous ensemble. Merci pour tout. Je vous laisse sur l'écran de fin. N'hésitez pas, voilà, à discuter entre vous, à créer du lien aussi grâce à mes réseaux, grâce au Discord. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et je vous souhaite un excellent samedi et un très très bon week-end. À très vite, au revoir.